Hello tout le monde. Hello. Et bienvenue dans votre podcast qui va parler de pop culture et qui revient deep down sur tout ce qu'on a pu voir, entendre, écouter dans la culture. Ce podcast se nomme et il est présenté par Kevin Razi, moi-même et bien sûr la magnifique Gaëlle Cani Grand Canyon. Yeah. Ce podcast il est disponible en plus sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple, Deezer. Si vous n'avez pas déjà mis votre 5 étoiles, et ben faites-le maintenant parce que ça permet de faire remonter ce petit podcast afin qu'il puisse se faire connaître. Évidemment, il est aussi disponible sur YouTube, sur la chaîne Kevin Razi officiel. Et c'est important si vous voulez être sûr de ne pas louper, parce que vous avez vu le quoi d'autre habituellement c'était le dimanche, mais parfois c'est lundi, parfois c'est mardi. En fait c'est au gré des disponibilités, surtout que là en ce moment il y a la tournée, il y a plein de choses. Bon bref, c'est pour ça que on essaye quoi qu'il arrive de le faire, mais on peut être décalé. On essaye de tenir au moins un rendez-vous par semaine. Exactement. Et pour ne pas le louper, ça c'est pour vous que je le dis, parce que c'est vrai que je l'ai vu dans le Discord, vas-y un live surprise et tout. Pour ne pas louper, abonnez-vous sur notre Twitch. Évidemment, notez sur Twitch, cliquez, activez la cloche, et idem sur YouTube pour pas louper les épisodes en replay qui sont dans leur intégralité. Voilà. Il faut surtout activer la cloche du coup pour avoir la notification. Ouais, ok. De quand l'épisode sera sorti. Ça c'est vraiment pour vous. J'ai vu cette formulation sur une vidéo, je trouvais ça stylé. L'abonnement il est pour vous parce que ça vous permet de savoir ce qui se passe. Le like, il est pour nous parce que ça nous permet de savoir si vous aimez et surtout de pouvoir faire remonter dans l'algorithme ces épisodes. Donc à chaque fois, n'hésitez pas, c'est pas grand-chose. Juste à liker et à laisser un petit commentaire. Même si vous dites, c'est pour l'algorithme, et ben vous le dites avec beaucoup de avec des smileys contents. Voilà, c'est ça, des petits smileys et tout. Et ben ça fait grave plaisir. Et bien je pense qu'on peut commencer directement par expliquer à nos chers quacks quels sont les thèmes qu'on va aborder dans cette émission. Ouais, vas-y, dis-nous tout. Du coup, on va parler un petit peu actualité cinéma, puisqu'on a regardé... mince. Je voulais pas parler de ciné. Putain. Ouais, j'avoue, désolé. Parce qu'on a regardé Wolfman. Donc voilà. On a regardé l'histoire de Suleiman, ça faisait des mois qu'on disait qu'on allait le voir. Ouais, et putain. On a galéré pour le voir et voilà, c'est bon, on a enfin regardé et on regrette pas. On va parler des Césars et de la cérémonie des Oscars. On va faire un petit point actu musique avec ce qui se passe en ce moment pour MHD. Oh yeah. Ce qui s'est passé, parce que ça y est, c'est la fin de l'histoire, entre guillemets. Ouais. On va voir si c'est bien la fin de l'histoire, mais a priori c'est un premier chapitre qui commence à se clore. Voilà. Et puis, si on a le temps, on parlera un peu sport, puisqu'on est parti voir le match PSG Lille la semaine dernière. Et c'était la première au parc de notre première pour aller voir un match, ouais. C'est trop bien. En VIP, là, c'était cool. Et alors là, j'avoue, je te jette en pâture sur la place publique, mais j'aurais aimé qu'on revienne très rapidement parce que ça fait un peu partie de la pop culture quelque part. Je pense que vous connaissez tous surtout pour les nanas qui sont là, le site Pretty Little Things. Ah, tu veux qu'on parle de ça? Ouais, parce que je trouve que ça fait partie de la pop culture. Ouais, grave. Et je pense que c'est un sujet qui va pop-up là dans les jours qui viennent. Bah c'est vrai que pour l'instant c'est très carré, mais ça va commencer on peut commencer par ça du coup, vu que vu qu'on en parle tant qu'on y est. Mais oui, parce qu'en fait tout à l'heure ma sœur qui m'envoie un message et qui me dit j'espère que t'as fait ta commande, parce que je voulais faire une commande vu qu'on a un anniversaire samedi prochain, et j'aime bien acheter mes robes de soirée là-bas parce qu'il y a des jolies robes c'est un site de SAP, c'est un site de SAP, Pretty Little Thing, PLT pour ceux qui connaissent, et donc ils font plein de vêtements assez sympa, et surtout ils avaient, du coup je vais vous dire pourquoi, ils avaient une politique assez inclusive, parce que ils mettaient en avant des mannequins toute taille, donc vraiment plus size et pas plus size, toute origine, tout type de style, et là en fait donc ma sœur qui m'envoie un message qui me dit j'espère que t'as passé ta commande, parce que là la DA la direction du site a complètement changé, donc ils ont changé de logo, etc. Et en fait ils ont switché, ils sont passés sur un truc vraiment très donc il y a une trend en ce moment qui est un peu clean girl, donc c'est quoi ça, clean girl? Tu peux nous expliquer pour celles et ceux? Je sais pas en fait, mais comme son nom l'indique, j'imagine que c'est parce que je sais pas, je connaissais pas la trend, j'ai appris ça tout à l'heure en regardant un petit peu, mais j'ai regardé rapidement parce qu'on était en mouvement et tout, on faisait plein de trucs, donc j'ai pas vraiment regardé, mais en gros je pense que c'est
je sais pas. En fait, je vais pas dire de bêtises, donc tu vois, mais le côté très simple, très simple, naturel, et surtout qui sort pas du cadre. Du cadre, ouais, on va dire que c'est ça. Clean Girl, c'est qui est qui est normée. Au sens péjoratif du terme, genre dans les standards, dans un standard de beauté, quoi. C'est clean girl, c'est pas trop gros, c'est pas trop grand, c'est propre sur elle. C'est pas trop, tire à quatre épingles, clean girl, quoi. Voilà. Pas trop d'aspérité, on va dire. On va dire pas d'aspérité. Je pense que c'est ça, tu vois. Après, j'ai pas regardé. Parce qu'en tout cas, sur les photos, on voit effectivement que des personnes non racisées, que des. Oui, alors après, j'ai regardé un peu plus loin, et donc quand tu vas un peu plus loin dans le site, tu vois des personnes quand même racisées, etc. Ok, d'accord. Mais sur celle beaucoup mise en avant moins sur les pubs. Ouais, celle mise en avant sur les pubs et sur la page d'accueil, bah non, tu vois, c'est pas du tout des personnes racisées. T'es plus du tout dans des personnes qui ont toutes les morphologies, en fait. Plus du tout, donc c'est une morphologie et point. Comme Asos aussi qui était dans ce truc-là. Enfin, j'espère que ça va pas bouger. Asos, c'est quand tu choisis les sapes, et là le pire c'est que c'est pas que pour les nanas, c'est aussi pour les mecs. Tu peux choisir les trucs tall quand t'es très grand. Tu peux choisir le truc big quand t'es large. Et moi, ça m'a permis. D'ailleurs, ça me permet d'avoir des sapes un peu stylés ou quand tu portes du 3XL, du 4XL, du 5XL. Et franchement, moi, la plupart des sapes, les gens me font putain stylé, machin, mais ça vient de là parce que avant, genre, je ne pouvais pas avoir de sapes stylées, quoi, à cause de ma morphologie, quoi. Mais oui, c'est ça, on en parlait. C'est sur PLT, t'as des vêtements pour les femmes qui sont un peu petites, pour celles qui ont un peu des formes aussi, c'est-à-dire qui ont la taille fine, mais qui ont des hanches un peu plus importante. Et pour celles qui sont grandes aussi, donc t'as la taille tall, etc. Et donc du coup vraiment tout le monde peut s'y retrouver. Et puis même en termes de style vestimentaire, là on est passé sur un truc très nude, très standard. C'est classe, par contre c'est très joli. Moi, ça ressemble à Zara, tu disais. Ouais, ça ressemble à Zara. Moi j'aime aussi beaucoup, mais c'est juste que c'est pas du tout la même direction et que tout ce qui était coloré, pétillant, etc. Il y a plus de ça, tu vois. Et donc pourquoi ? Parce que ils ont été rachetés. Enfin, ou je crois surtout qu'il y a eu un nouveau CEO. Alors est-ce qu'ils ont été rachetés ? Je sais pas. Mais en tout cas ça a changé. Et donc j'ai commencé à voir, parce que ma sœur m'a envoyé une vidéo tout à l'heure d'une personne sur TikTok qui était scandalisée, et même sur Twitter. Donc il y a sur Twitter X, il y a énormément de tweets qui disent que c'est un scandale, c'est quoi ce rebrand, qu'il y a plus de personnes racisées, est-ce que c'est du racisme, etc. Parce que tu vois, il y a vraiment ça pose vraiment la question. Donc j'ai pas encore eu le temps d'aller vraiment regarder en long et en large et en travers, mais je regarderai et puis on pourra en reparler plus en détail. Mais ça sera intéressant. Je pense que là ça vient de pop-up, donc du coup je me renseigne là, en même temps que tu parles. C'est Pretty Little Thing, donc c'est britannique, et ça a été inventé par deux frères qui ont un an de différence, un an d'écart, de 88 et de 89, Oumar et Karim Kamani. Attends, ouais, c'est ça. Non, Oumar et Adam Kamani. Donc, ils ont nos âges, c'est marrant. Ils ont nos âges. Et les mecs, c'est trop marrant parce que maintenant, Pretty Little Thing, ça appartient apparemment au Boohoo Group. Oui, c'est ça. Boohoo, la marque. Pareil, qui a un groupe qui vient du Royaume-Uni. Ouais. Et donc, le mec, en fait, un des deux frères, il était business manager chez Boohoo et il a décidé après de monter Pretty Little Things avec son frère. Ah ouais, ok, d'accord. Ça me surprend qu'à moitié, puisque du coup, c'est vrai que Boohoo et PLT, c'était assez proche. Je trouvais pas un truc sur PLT, tu pouvais aller sur Boohoo et trouver un truc qui pouvait potentiellement te plaire, tu vois. Tu vois comme quoi. Regarde, souvent on dit faut pas que vas-y, j'en ai marre, machin. L'autre j'ai peur qu'on me pique mon idée, ou alors non, plutôt l'inverse. J'ose pas me lancer dans un truc, de toute façon il y a déjà ça qui existe, pourquoi moi ça marcherait et tout. Là clairement le gars il a créé il a créé Pretty Little Things, qui est à peu près un AirStats de Boohoo, et il a fait son beurre, hein, là on parle de 500 millions de livres sterling de revenus. Non mais c'est ça. C'est pour ça que je comprends pas, mais ça veut dire que l'entreprise était quand même déficitaire, forcément, puisqu'ils ont soit été rachetés, soit pris un nouveau CEO. Donc apparemment c'était déficitaire, donc du coup c'est pour ça qu'ils ont tout rebrand, tu vois. C'est souvent pour cette raison d'ailleurs.
Et d'ailleurs, ça me fait rappeler c'est vrai. Adidas et Puma. Ça me fait penser à Adidas et Puma. Parce que du coup, l'un des frères en fait, à la base, les deux étaient frères. C'était 2 frères qui avaient fondé Adidas. Ils se sont embrouillés. Ouais. Et il y en a un qui est parti et qui a créé Puma. Ouais, c'est ça. Ouf. Bah ouais. Imagine la et du coup, Puma a quand même. Oui, a existé, existe. Bien sûr. Existe et voilà. Comme quoi, tu vois. Dans l'ombre un peu de l'Adidas. Mais... ouais, et qui était dans l'ombre de Nike. Au final, mais chacun il tire son parti. Par exemple, la Puma en ce moment, ils sont remontés depuis 1 an ou 2 dans le basketball. Ouais. Genre avec leur contrat, notamment avec, pour celles et ceux qui suivent, Melo Ball. La Melo, elle cartonne de ouf. C'est vrai que tout le monde me parle de Puma pour ceux qui sont dans le milieu du basket. C'est un peu les sneakers qui commencent à être trend. Et ils étaient aussi sponsors de MHD, mais on en reparlera après. Oui, c'est vrai, on en reparlera petite après. transition. On en reparlera après. Voilà pour cette petite page SAP. Mais on en reparlera. On en reparlera pour voir comment ça évolue, etc. Mais c'est assez, oui, pour dommage. voir en fait vraiment, voilà, s'il se cache quand même quelque chose d'un peu limite. Là, c'est moins derrière. fancy. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'ils sont pas contentés de rebrand juste l'identité visuelle du site et du logo. C'est que là, les robes que toi, tu trouvais il y a encore 2-3 jours, là, elles y sont plus. Ah non, mais plus du tout, quoi. Mais vraiment, plus rien à voir. C'est dingue. C'est ouf. Non, mais... Sans prévenir, en fait. En fait, c'est ça, sans donc crier moi, j'avais mes robes dans le panier. Ouais. Il aurait suffi que finalement, je me dise, bah vas-y, je commande demain. Et il n'y a plus rien, tu vois. Moralité, si vous avez des trucs à commander, commandez-les maintenant. C'est les vieux conseils. C'est les trucs où tu te dis, non, si je peux pas. Ouais, je suis à découvert, Kevin, commandez-les maintenant. C'est maintenant que tout se joue, putain de merde. On va attaquer le gros sujet, je vais dire le gros sujet, les Césars. Les Césars, ok. Je sais comme pas tu si veux. sur ta. Bah oui, mais enfin moi tu l'avais pas mis dans l'ordre particulièrement. Moi j'avais mis un ordre aussi particulièrement. Ah bah vas-y alors, vas-y. Mais non, peu importe. Ah non, mais parce que je connais pas ton ordre, donc vas-y. Si. D'accord, bah on peut commencer avec MHD. C'est parce qu'après, à la fin de l'émission, après quand on aura fini, tu vas me dire. Mais après, j'avais un ordre. À la base, moi, je voulais attaquer celui-ci parce qu'en fait, c'était logique. Mais bon, après, comme je voyais que je voulais pas te couper, donc. Non, mais vu que voilà, j'ai été. Oui, vas-y, suis l'ordre. C'est ma responsabilité, le sommaire. Donc voilà, j'ai envie de dire que bon. Merci, Christophe, ça fait plaisir. Vas-y. Non, bah, MHD. On rappelle qui est MHD et qui est Mohamed Sylla. Ouais, rappeur français. Rappeur français, donc, qui a explosé en 2015, précurseur de l'afro-trap. Ouais, c'est-à-dire qu'avant lui, l'afro-trap n'existait pas. Ouais, c'est ça. Dire. Ou très peu. Ou très peu. Donc, afro-trap, mix de afro-musique et de rap. De rap, donc ça donne, voilà, l'afro-trap. Et ouais, il a explosé en 2015. Tout se passait très bien pour lui. Mais vraiment, c'est une success story assez incroyable. C'est peu de dire que ça se passait bien, vraiment. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le 15 janvier 2019, on apprend que MHD est incarcéré, est en garde à vue pour une histoire de meurtre. De meurtre, en tout cas de bagarre entre bandes, etc. Donc on ne sait pas tout à fait l'histoire à ce moment-là, mais on comprend très vite, puisque la nuit du 5 juillet au 6 juillet 2018, donc il se passe le meurtre de Loïc, un jeune homme de 23 ans, je ne sais plus dans quel quartier de Paris. Dans le 19e arrondissement. C'est dans le 19e ? Ok, bah voilà. Si je dis pas de bêtises, ou alors c'était à la Grange Obel, je sais pas. Je sais plus. C'était une rue Saint-Maur, je sais plus, ouais, un truc comme ça. Et donc lui qui est lynché par une dizaine de gars à capuche, habillés en noir, dans une rue. Donc il est lynché, il prend 18 coups de couteau. Il se fait, je crois, couper le nez et d'autres choses. Enfin bref, et il meurt agonisant dans les bras de son frère. Donc bref, une histoire dramatique vraiment horrible qui a choqué tout le monde. Et donc du coup, on apprend 6 mois plus tard à peu près que MHD serait impliqué dans cette histoire-là. Donc voilà, donc ça c'était pour situer un petit peu les choses. Et d'ailleurs, juste après ça, donc au moment où lui il est incarcéré, où il est mis en garde à vue. T'as aussi des rappeurs qui le soutiennent à ce moment-là, mais parce que les vidéos sont pas encore sorties. Voilà. Alors je pense, parce que alors peut-être qu'ils l'ont. Rue Saint-Maur, bien vu. Ouais.
Alors peut-être qu'ils ont continué à le soutenir après que les vidéos soient sorties, mais en tout cas ils l'ont soutenu. T'as que Black M, Niska aussi qui l'ont soutenu sur les réseaux. Ouais, soutien force et tout. Oui, parce qu'au début tu sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je sais pas. Donc voilà. Et puis du coup sont sorties les vidéos et puis là on apparaît, on voit sur l'une des vidéos qui a été filmée par un voisin du quartier avec son téléphone, on aperçoit un jeune homme qui a une coupe de cheveux blonde, comme les coupes de cheveux que MHD aimait porter à l'époque. Donc, ça ne veut pas dire que c'est lui, mais en tout cas, c'est la couleur qui ressemble à ce qu'il portait à l'époque. Il porte aussi sur lui un ensemble de survêtements Puma. Donc, la marque qui le sponsorisait aussi à l'époque. Ça ne veut pas dire non plus que c'est lui, mais en tout cas, il y a eu cette vidéo qui est sortie et il y avait aussi des vidéos, des caméras de surveillance de la rue. Je crois qu'il y avait deux autres vidéos. Je ne sais pas si celles-ci, elles sont sorties sur les réseaux, mais en tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est la vidéo du voisin qui filmait. Et donc, l'enquête a révélé que MHD serait impliqué dans le meurtre et même aurait fortement participé. Ces deux téléphones ouais, ces deux téléphones, alors c'est ça. On bornait dans la voiture. Oui, parce que du coup, il y avait donc sa voiture, donc on voit très bien sur la vidéo, qui a renversé d'ailleurs le jeune Loïc avant qu'il soit ensuite roué de coups, etc. C'est la voiture de MHD. Donc ça, c'est très vite retrouvé que c'est sa voiture. Sauf que ce qui est mis en avant, c'est que oui, mais non, lui, en fait, il prêtait sa voiture, etc. Mais voilà, ces deux téléphones bornaient effectivement dans la voiture au moment des faits. Et en plus, il y a une personne qui lui ressemble sur la vidéo, etc. Donc voilà. Et la voiture, au final, elle disparaît. Ils ont voulu la brûler. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils ont voulu la brûler, mais je crois qu'elle n'a pas pu brûler entièrement. Ouais, donc ils ont pu cramer que. Oui, donc ça a été cramé qu'ils ont voulu faire disparaître la voiture. Ouais. Alors, est-ce que c'était pour faire disparaître le fait que c'est la voiture d'MHD? Et lui, il a dit qu'on lui avait volé sa voiture, genre? Ah, je sais pas par contre ce qu'il a dit. En tout cas, lui dit qu'il avait prêté sa voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Comme par hasard. Que lui, voilà, c'est ce qu'il dit, c'est que il prêtait tout le temps sa voiture, enfin que du coup, que sa voiture ou autre chose en fait, qu'il aidait les jeunes du quartier. Après, il y a eu un audio aussi d'une personne qui était présente sur les lieux, un vocal qui a été diffusé sur les réseaux d'un gars qui explique ce qui s'est passé et qui dit non mais MHD il était là. On lui avait dit reste pas dans ces problèmes là, toi t'es un artiste, fais ce que t'as à faire, etc. C'est même un jeune de la bande rivale de MHD qui dit ça, qui explique ça. Il dit, lui il était là, nous on lui a dit plusieurs fois, même à son grand frère on lui a dit de ne pas que son frère, que MHD ne reste pas là, qu'il fasse pas, c'est un artiste, qu'il aille faire ce qu'il a à faire. Voilà, c'est ce qui est dit dans l'audio, mais que voilà, il a voulu rester et arrive ce qui arrive, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le procès qui a eu, là c'était le procès en appel qui a eu lieu. Pourquoi? C'est ça. Alors donc il y avait eu un premier procès où il avait été condamné, je sais plus à combien d'années de prison, mais sur lequel il a fait appel. Donc il est sorti. Pas encore jugé. Il était sorti le 1er juillet 2020. Et d'ailleurs à ce moment-là, quand il est sorti, donc il est reparti en studio. Il a sorti un autre morceau qui s'appelle King Kong. Voilà. King, je me rappelle chez Swig. Qui a bien marché aussi d'ailleurs. Il me semble. Ouais. Et j'étais étonné à l'époque, tu vois, quand on a commencé à le repasser sur Swig, que on n'ait pas reçu autant de messages que ça. On en a eu, mais très peu de gens qui nous disaient pourquoi vous passez sur le plan, pardon. Oui, ma foi, c'est son émission, on l'a compris. C'est pas grave. Oui. Et on n'a pas eu tant de messages que ça de gens qui nous ont dit ouais, bizarre, pourquoi vous passez du MHD, machin. C'est passé un peu, il a réussi à passer entre les gouttes. Et alors, qu'est-ce que vous répondiez à ça? On répondait pas. Mais mais qu'est-ce que t'en penses de ça d'ailleurs? Parce que c'est vrai que, alors, il n'était pas encore condamné, même, enfin, pas encore condamné parce que il y a eu le renvoi en appel, mais sur le premier procès, il était jugé coupable. Il me semble. Ouais, j'avoue, on était en mode. On savait pas trop comment se positionner. Je sais pas si j'étais au fait de l'histoire. J'avais l'histoire un peu comme tout le monde et tout, tu vois. Et je m'étais. Écoute, on s'était posé la question, mais après, c'est le programmateur qui a la main sur la musique qu'on passe, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est pas vous qui êtes décisionnaire. Non, voilà, c'est ça. Et c'est même arrivé qu'on se tirer les bretelles par la direction, remonter les bretelles quand on vendait pas bien un son, tu vois. De dire, par exemple, je sais plus, il y avait un son, je l'aimais pas trop. Ouais. Et une fois, je l'ai dit et tout, et puis je me suis fait attraper, tu vois.
En fait, t'es censé vendre la musique que tu passes et t'es censé aimer toute la musique. Ah, mais ça, tu l'as dit à la radio, en antenne. Ouais, je sais plus si c'était je mets ce son-là, mais bon, j'aime vraiment pas. J'ai dit, ouais, franchement, je suis pas dedans, je comprends pas le buzz. Arrête. Alors, t'as été trop sincère. C'est pour ça que les gens m'aimaient à la radio. T'as cru que t'étais déjà dans CKR, en fait, tu disais les termes. Grave. Non, mais franchement, à la radio, si on avait des signalements Arcom, je pense qu'on se serait fait sauter depuis. Genre, à la radio, il n'y a pas eu un jour où les gens ne savaient pas que j'allais voter Mélenchon ou que j'avais acheté des Philips Hue pour chez WAM parce que j'étais fan de Philips Hue. En fait, je parlais normal de marque, de machin et tout. Ah ouais, ils disaient rien, ta direction? Mais ils écoutaient. C'est là que tu vois qu'une fois, ils ont écouté quand j'ai dit oh putain, les fils de pute de Parisiens, en parlant de gars. En fait, c'était un sans-papier. Oui. Qui a vu un chien en train de se noyer au canal de l'Ourcq ou machin. Et il a posé son vélo, et il a sauté dans l'eau, il a sauvé le chien. Et quand il est revenu, on avait volé son vélo. Ah ouais. Et j'avais dit, oh putain, non, mais la fils de puterie des Parisiens, j'avais dit ça. Ouais, mais tout le temps. Et en fait, c'est juste ce moment-là où je comprends. Où il y a un gars de la direction, mais qui est pas de la direction en plus, c'est un gars de la pub qui a dit à un tel, qui a dit à l'autre, qui a dit à l'autre. Ouais, Kevin, il a insulté tous les Parisiens de fils de... Ouais, c'est vrai que c'est délicat. Parce que tu sais même pas si c'était des Parisiens. Ça aurait pu être, je sais pas, n'importe qui pas de Paris, tu vois. Des gens, en tout cas, qui étaient à Paris à ce moment-là. Oui, voilà, mais ça veut pas dire que c'est des Parisiens. Mais c'était l'émotion qui parlait. C'est parce qu'il y avait un contexte, tu vois. Je l'ai pas dit gratuitement, enfin, tu vois. Et on sait que ce genre de fils de puterie arrive souvent dans les grandes villes. Donc voilà, si ça s'était passé à New York, je veux dire, les fils de pute de New York. Mais après, on m'a pas rappelé à l'ordre. La seule fois où on m'a rappelé à l'ordre, ah ouais, non, c'était pour un vieux truc, une blague nulle. Non, c'était pas rappelé à l'ordre. Ouais, si, ça rappelle à l'ordre. Ah ouais. Parce que mon community manager, parce que mon community manager, Zama, avait fait une blague. On faisait les objets qu'on peut trouver sur le Bon Coin. Et je sais plus, on avait vendu la cravate d'Éric Zemmour, Bon Coin, 3 €, je sais pas quoi. Et puis on m'avait et donc on nous avait dit non, on fait pas ce genre de blague machin, parce que c'était un peu politique. Ouais, mais alors qu'on faisait tout le temps des vannes là-dessus, mais bizarrement quand ça a été sur Zemmour, c'est pas passé. Alors faut savoir qu'à la direction de Swig, qui s'appelle Ado FM, il y a un mec qui s'appelle Jean-Éric Valli. Maintenant que je suis plus là-bas, je peux balancer. C'est un putain de cisra. Donc vraiment, tu vas sur son compte Twitter. Et il est islamophobe as fuck, il est réactionnaire, droitardé de ouf. Il est toujours à la direction de... Il est toujours à la direction. Ah, ok. Et vraiment, genre, c'est choquant. C'est choquant de violence, ses tweets non-stop et tout. Vous allez sur X... donc publiquement, il est islamophobe. Ouais. Et lui, grand susboule de Macron, mais en vrai, je pense que c'est surtout... bref, voilà, droitardé à fond. Et ce qui me fait rire, c'est que on a reçu qui à la radio, et je finis là-dessus. Un jour, on avait reçu un gars pour nous faire un truc sur la liberté d'expression. C'était Richard Malka. Il a invité Richard Malka, je pense qu'il l'a bien payé d'ailleurs, pour qu'il nous fasse une espèce de sensibilisation sur la liberté d'expression. Et pour celles et ceux qui connaissent pas, Richard Malka, c'est qui? C'était l'avocat de Charlie Hebdo. Pareil, un laïcard islamophobe qui est tout le temps en train de te dire oui, on a le droit de vanner tout le monde, mais c'est juste pour vanner l'islam. Et qui défend la jeune Mila, tu te rappelles celle qui avait dit les musulmans, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le cul, etc. Il défend elle et tout. Enfin, tu vois le genre de mec. C'est lui, c'est franc-tireur, c'est Caroline Fourret, c'est Antoven, tout ça. Et donc, il est venu pour nous faire son truc sur la liberté d'expression, etc. Et j'étais là, genre, mais ils sont sérieux. Et j'étais allé voir. Mais tu devais être trop mal à l'aise. J'étais mal à l'aise de ouf avec moi. Ah bah, tu m'étonnes. J'étais mal à l'aise de ouf parce que c'est pas du tout notre ami. Bah oui. Et allez, c'est bon là. Oh. Vous avez dû faire semblant de l'écouter quand même. On a dû faire semblant de l'écouter. Et à la fin, je suis allé voir Jean-Éric Valli, tu vois. Et je lui ai dit, mais par contre, moi, on m'a fait un rappel à cause d'une vanne qui est dans le cadre de la liberté d'expression. Sans émotion, tout cas. Alors, justement, je voulais t'en parler. Non, mais moi, j'ai pas voulu. Enfin, j'ai signé parce qu'en fait, on m'a donné plein de trucs à signer. J'ai signé la lettre, mais vraiment, mais bien sûr. Non, mais c'était juste sur le principe que, genre, il y a une charte. Mais évidemment, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, la liberté d'expression, c'est fondamental. Bah oui, parce que là, t'es pris la main dans le pot de miel. T'es pris la main dans le pot de confiture. Tu nous casses les couilles avec un gars qui nous explique que la liberté d'expression, c'est chambé. Alors que moi, tu m'as fait chier une lettre de rappel à l'ordre parce que t'as juste dit que sur le Bon Coin, il y a une cravate d'Éric Zemmour. C'était une vanne politique, en fait. Oui, d'accord, Dans le cadre de la liberté d'expression, normalement, c'est ça. Donc là, tu nous ramènes Charlie Hebdo. L'avocat de Charlie Hebdo, c'est genre les chambres
défendre la liberté d'expression en France pour les droits tardés et les laïcards. Et ben là, et donc j'ai fait exprès d'aller le voir juste après le truc. Oui, t'as bien fait. Il était mal à l'aise. Je comprends. Voilà. Après, je pense que c'est parce que peut-être aussi c'est pas la direction d'ado de parler politique et tout. Même s'il y a une liberté d'expression, c'est juste une histoire de direction. Je pense sans doute, tu vois. Mais par contre, dans ce cas, tu mérites pas non plus un rappel à l'ordre. Ouais. Mais bon, écoute, tant pis. Mais MHD, il y a aussi un... Est-ce que tu comptes en parler là, de son survêt? J'en ai parlé. Non, mais parce qu'en fait, il y avait un autre truc par rapport au survêt. Je sais pas si tu te souviens. Ah non, vas-y. C'est qu'en fait, le survêt que la personne qui ressemble à MHD sur les vidéos portait, c'était un survêt qui n'était pas sorti dans le public. Ah oui, c'est vrai. Et c'était que les ambassadeurs de la marque qui l'avaient. Mais c'est pas tout à fait sûr, ça. Alors, ce à quoi lui, il s'est dit, il s'est défendu en disant, moi, de toute façon, dès que je reçois des vêtements de Puma, je les donne à tout le monde. Oui, voilà, bien sûr. Oui. Donc, en fait, il y a ça. Il y a ce truc-là sa sœur qui dit qu'elle était avec lui. Oui, mais comme c'est sa sœur en même temps. Il n'y a pas d'autre preuve que. À part elle, il n'y a pas d'autre preuve que. C'est comme si son témoignage, finalement, comptait pas trop, tu vois. Parce que du coup, elle peut le couvrir. Pourquoi tes deux portables, ils étaient dans ta voiture, mais que toi, t'étais chez ta sœur? Prêtez tout à tout le monde. Ouais. Vous l'aimez portable, c'est le truc que vraiment. Ça va bien un truc que tu prêtes pas. Alors, regarde, et vas-y, t'en as deux, t'en prêtes un. T'as prêté les deux. Style, toi, tu t'en fous de pas être joignable. Non, tranquille, prends un portable. Non, oui, c'est sûr que là, pour MHD. Et donc là, il va refaire il va aller en cassation ou. On attend de savoir. Je crois pas que ce soit sorti l'info, s'il va aller en cassation ou pas. Le risque de la cassation, c'est qu'il peut prendre pire, plus que 12 ans. Ouais, c'est ça, parce que. Ils peuvent casser, mais non, ou quoi que ça, c'est l'appel, non? Je sais plus. Non, c'est l'appel. Ouais, c'est l'appel où tu peux prendre plus. Ok. Mais non, cassation, c'est qu'ils peuvent casser la décision et puis c'est tout. Ou l'affirmer. Si je dis pas de bêtises. Dites-nous dans le chat, peut-être que vous en savez plus que nous. Attends, alors 20 minutes, tiens. Juste, il dit condamné à un appel à 12 ans. Ouais, donc là, c'était déjà en appel. Donc à 12 ans de prison pour le meurtre d'un jeune homme en 2018 lors d'un règlement de compte entre bandes rivales à Paris. La cour d'assises, figure du rap français. À l'énoncé du verdict, Mohamed Silla a vacillé sous le choc. Dans une salle d'audience bondée, des pleurs ont éclaté parmi ses proches. Après un dernier échange avec eux, MHD a quitté la salle menottée. Lui et les deux autres accusés comparaissaient libres pour ce procès. C'est vrai qu'ils étaient peut-être en... Oui, et donc il y en a un autre qui a pris 12 ans et un autre 10 ans. D'accord. La peine d'MHD est identique à celle prononcée en première instance. Donc oui, effectivement, ça là, c'était l'appel. Ouais. Ils ont un délai de 10 jours pour pourvoir en cassation. Voilà où on en est. Et c'était quand ce vendredi? C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. C'était le 28 février. Donc dans 10 jours, 1er mars, le 9... Tu t'engages sur un terrain glissant, je sais pas. Ouais, le 9 février, c'est 10 jours. Ouais. 10 jours à partir du 28 février. Le 9 mars. Ouais. C'est chaud. Cassation, ça invalide ou ça confirme le verdict, il me semble. Ok, merci Andrea. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, écoutez, fin de l'histoire, je pense. Enfin, non, peut-être pas fin de l'histoire, mais bon. Et tout ça parce qu'il a pas voulu balancer, surtout. Plusieurs fois, des témoins affirmaient avoir vu MHD sur le crime. Il a rien voulu dire. Il a pas voulu balancer les autres. Ouais, c'est vrai. Donc, écoute, voilà. Et c'est triste. Mais en tout cas, le plus triste pour moi, c'est Loïc. C'est vraiment, c'est affreux comment il est mort. Collatéral, mais sauvage en plus. Et puis, je crois même pas qu'il faisait partie de la bande rivale en plus. C'est un SDF. C'est un jeune que tout le monde connaissait dans le quartier, mais qui vivait dans la rue. Ouais, c'est vraiment dramatique. Un jeune homme qui meurt gratuitement, qui n'a rien à voir avec les bandes et tout, et qui a juste été pris en exemple, tu vois. C'est horrible, c'est d'une horreur sans nom. Et parce qu'on voyait des gens témoigner qu'ils le connaissaient dans le quartier, etc., qui étaient très touchés. Et surtout, et pour conclure là-dessus sur ce chapitre, mais c'est surtout le fait que cet abruti, je peux le dire, d'MHD, a voulu par street cred prouver aux autres, non, moi j'ai pas Géchant, moi s'il y a Heja, on est là, s'il y a Dra, tu peux compter sur moi, machin. Ben frérot, même ton camp adverse, t'as dit chacal, ça y est, t'es plus dans ça.
T'as sorti de toute ta famille de la Zermie, t'es à l'abri et tout. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, mais MHD, c'était un tel phénomène. Je crois que je suis pas sûr qu'il ait fait Coachella, mais en tout cas, il devait faire Coachella. Je sais pas si vous imaginez, Coachella, ils prennent pas des Français comme ça. Ouais, c'est clair. Attends, oui, non, il a fait Coachella. Ah ouais. Le premier rappeur français à Coachella. Ouais. La première star du rap en France a joué au festival Coachella, c'était en 2018. Un truc de ouf. Il faut rappeler aussi que MHD a été, avant de signer chez Puma, a fait une campagne de pub pour Adidas et avait fait une vidéo pour le lancement du nouveau maillot du Real Madrid, la plus grosse équipe du monde. Ils ont choisi MHD pour qu'il fasse une vidéo spéciale pour le lancement du truc où il avait repris son fameux titre Champions League, etc., qu'il avait du coup modifié. Paris, c'est la Champions League, évidemment. Mais il était loin as fuck. Ouais. Non, mais c'est clair, vraiment. Il a tout niqué. Et j'imagine que tous les jours, il doit se dire, je comprends même pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense qu'il pensait pas que ça allait aller aussi loin. Je sais pas, je comprends pas. Mais même si ça doit pas aller aussi loin, t'as rien à faire là-dedans. T'as rien à faire là-dedans. T'as rien à faire là-dedans. Tu dois, et même tes potes. Tu dois encourager tes potes à arrêter de faire voilà, ça. Exactement. Et si tes potes ils sont là-dedans, tu dois même plus les calculer, ou alors tu dois. Enfin, tu vois. Ou tu dois les décourager. Ou alors tu dois les décourager. Voilà, mais tu dois plus être lié à ça. Ouais, c'est clair. Et le problème, c'est que c'est pas style MHD, a priori, selon les témoignages, etc. C'est pas style MHD, il est venu en mode arrêtez, il s'est paré et tout ça, il est venu pour rajouter son grain de sel à lui, il a participé a priori, tu vois. Oui, si c'est bien lui, c'est bien lui. Si c'est bien lui, il était carrément participant du truc, quoi. Acteur, ouais, c'est clair. Et franchement, donc si c'est lui, il a même porté des coups de couteau, il me semble. Et apparemment, c'est une hémorragie qui l'a tué liée à la cuisse, parce qu'on a une artère fémorale à la cuisse. Ouais. Il y a un gars, moi aussi, comme MHD, j'ai grandi dans le 19e arrondissement et dans la résidence dans laquelle j'habitais, c'était pas une cité, c'était une résidence, je vais pas me la raconter. Dans la résidence dans laquelle j'habitais, il y avait des logements sociaux et il y avait nos logements, tu vois. Et moi, ma mère était gardienne dans la partie où c'était pas les logements sociaux, mais on partageait la cour avec les logements sociaux. Il y avait la famille Keta et Sarah Keta était en primaire avec moi et son frère, un jour, j'apprends qu'il est décédé parce qu'il avait pris un coup de couteau dans la cuisse. Et c'est là où j'avais 12-13 ans que je découvre qu'un coup de couteau dans la cuisse, tu peux crever. Je savais pas qu'il y avait, j'étais jeune, une artère vitale qui passait par la cuisse. Donc oui, ça peut... de toute façon, dès qu'on touche une artère, là, t'as plus que quelques minutes. Hein. C'est ça. Ouais, c'est et clair. Donc, non, franchement, vraiment, avis à tous les jeunes qui fantasment sur cette vie de gangster parce que ça fait stylé, que vous racontiez des choses dans vos sons, vas-y, faites semblant avec des fausses armes dans les clips et tout. Oui, parce que c'est ça aussi qu'il a incriminé. Pardon, oui, dans les sons. C'est pas drôle, mais dans l'un de ses sons, il parle d'une histoire de revanche. Pour Harry, je sais plus qui c'est, bref, et il dit en gros ceux d'en bas soi-disant, enfin en gros on peut imaginer qu'il parle de la cité d'en bas qui correspond à la cité de la bande rivale. On ira, enfin en gros voilà, il y aura des représailles, je sais plus comment il dit ça, tu vois, mais en gros c'est ce qu'il dit dans son texte, et là l'avocate de la partie adverse l'a questionné là-dessus. Mais en fait, de qui vous parlez là quand vous parlez de et lui il a fait genre dans des humains oui, pour dire les humains. Putain, mais il a fait vraiment un truc à la rappeur américain à l'ancienne. Mais oui, les rappeurs qui avouent leur crime. C'est Johnny qui l'a shooté avec une balle dans la tête. Les rappeurs qui avouent leur crime. Non mais les gars. Ah putain. Bah ouais, non, franchement là t'as vraiment. Il a fait l'artiste, hein, il a vraiment dit ce qu'il a vécu, quoi. Et c'est dommage parce que j'ai encore une image de lui invité sur le plateau d'Yann Barthès. Je sais plus si c'était Quotidien ou si c'était le Petit Journal. Et trop tigeant, les gens l'aimaient bien, tu vois, parce qu'il parle bien, parce qu'il a une espèce, il est un peu knin, tu vois, il a un truc un peu gentil. À un moment, Yann Barthès il dit, alors PSG c'est votre équipe préférée vraiment, et là il fait non. J'avoue, en fait, c'est Bordeaux et tout. Il était pour les Girondins de Bordeaux, lui. Il avait juste fait Paname, c'est la Champions League parce qu'il est de Paname. Mais en fait, lui, il préfère Bordeaux parce qu'il avait un truc attachant, tu vois, mais vraiment mal entouré. Pourtant, son manager, c'était quelqu'un. C'est un mec de chez Warner. Je sais plus son nom. Et c'est grâce à ce manager-là qu'il a réussi à faire ces contrats que vous avez entendu, tous les contrats, etc. Mais je pense qu'après, le manager, il a pas réussi à avoir de poids face à la street. Et donc voilà. Ah bah oui, non, mais le manager il peut pas tout faire, tu vois, c'est pas Dieu. Enfin, même sa mère, elle aurait pas pu le retenir, tu vois. Enfin, à partir d'un moment, au bout d'un moment, il est seul face à ses choix, tu vois. Donc T'as pas mal la phrase d'Alpha One.
il n'y a pas de rap de gangster, soit c'est du mytho, soit de l'autopoucave. C'est drôle. Voilà, ça se confirme. Tellement ça. C'est malheureusement l'adage qui confirme. Bah oui, parce que c'est vrai que si tu parles de quelque chose dans ton texte, de un truc gang, c'est forcément que tu t'es concerné. Donc c'est l'autopoucave, effectivement. T'es concerné, ou bien que tu parles de quelqu'un qui est concerné, ou sinon c'est que c'est mytho, effectivement. Bah bref. C'est trop vrai. On va passer à Wolfman. Au Wolfman d'abord, allez, Wolfman. Les Césars, ça arrivera après. Après, allez, Wolfman. Après, Suleiman. Après, bah, c'est dans le même arc en plus. Voilà, tout à fait, parfait. c'est cinéma, culture ciné. Ciné français. Wolfman, donc un film que j'avais hâte de voir parce que nous on avait vu les affiches dans les rues de New York quand on y était il y a un mois. Pour celles et ceux qui nous suivent, on était à New York grâce à ce magnifique cadeau de ma chérie. Avec plaisir, mon bébé. Meilleur cadeau du monde, je le redis encore. Et on voyait des grandes bannières et tout. Et moi, donc ça m'a tout de suite intriguée parce que déjà les films d'horreur, on aime bien. Oui. Mais voilà, il y avait ce côté un peu lugubre, sombre, etc. Ouais. Et Wolfman écrit en gros, moi les films de loup-garou, j'adore. Je les ai pas tous vus, mais voilà, tout ce qui concerne les loups-garous, on va dire que c'est un univers que j'aime autant que ça m'effraie, puisque quand j'étais petite, comme je t'avais dit, je faisais des cauchemars, mais de loup-garou, mais vraiment horrible, et tout le temps le même. Tu veux le raconter au Quarks? Oui, ouais. Donc c'est l'histoire non mais en gros et je crois que c'est quand je m'endormais, alors je sais pas, il faudrait que je demande à Docteur Sommeil s'il y a un rapport, tu vois. Mais Hamza, il t'avait dit qu'il y avait un rapport. Ouais, oui, je crois, oui. Quand je m'endormais du côté gauche donc face au mur, en fait mon lit, j'avais un petit lit, j'étais petite, hein, donc j'avais un petit lit et quand je m'endormais en fait face au mur, du coup je faisais forcément des cauchemars. Et si je m'endormais de l'autre côté, ça va, tu vois. Ouais, et c'était lié à une compression parce que ton cœur, il est du côté gauche. C'est ce que dit, oui, c'est ce que dit Hamza, c'est ça. Et ça va demander potentiellement, ça peut être lié à ça. Mais systématiquement, je faisais tout le temps le même cauchemar. Et c'était horrible. Donc, c'était le cauchemar d'un loup-garou. Donc, j'étais en fait avec mon frère, dans le rêve, donc dans le cauchemar, sur une balançoire. On joue dans un jardin en pleine nuit. La maison est à quelques mètres, avec les fenêtres éclairées, etc. Donc, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et d'un coup, on entend du bruit au loin dans les broussailles bois. Et là, mon frère qui me dit c'est un loup-garou. Et donc, on commence à courir. On court. Moi, je trébuche. Lui, il arrive à atteindre la porte de la maison. Et moi, je fais non. Et au moment où je me retourne, le loup, il me saute dessus. Et tout le temps, je faisais ça. Et à chaque fois, et après, je me réveillais. Tout le temps. Mais et je crois que des fois, j'arrivais à aller un peu plus loin. Ou genre, je courais plus loin de l'autre côté de la maison. Oui, parce que je crois que, en fait, comme je savais que c'est ce rêve-là, donc je tentais un autre truc. C'était trop bien. Et je courais de l'autre côté de la maison, je sais plus. Et en fait, je longeais un mur, mais il finissait toujours par m'attraper. C'était horrible comme rêve. J'aimerais trop qu'on refasse ce rêve et que là, tu réussisses. Ouais, j'aimerais bien. Et du coup, dans le film Wolfman, d'ailleurs, il y a un passage qui me fait penser un peu à ce cauchemar-là, parce qu'il y a un passage où tu vois une maison sombre la nuit et tout, et ça ressemble trop, en fait. Enfin bref, voilà. Ouais, non, mais... Et donc, du coup, ça m'a toujours un peu intriguée. Et donc, voilà, on connaît les films de loup-garou, le loup-garou de Londres, excellent. De Paris aussi, il y avait... le premier film de loup-garou, c'est sorti en 1941, qui s'appelait The Wolfman. Donc là, c'est un petit peu un remake, on peut dire, ouais. Donc Wolfman, donc c'est un film qui est produit par Blumhouse, donc on adore. Oui, Blumhouse, c'est une maison qu'on adore qui produit des films d'horreur souvent assez bons. Ouais. On trouve toujours un peu une ambiance, c'est une ambiance Blumhouse. Hein. On peut s'y attendre. Donc, quand on voit le début du film et qu'on voit la petite maison Blumhouse, on se dit, on va passer un bon moment, tu vois. Juste pour donner l'info, Blumhouse, c'est... alors, attendez, c'est Paranormal Activity. C'est sur ça qu'ils se sont fait leur nom. C'est Amityville, Insidious. C'est le banger des films d'horreur, à savoir... merde, j'arrive plus à trouver le nom... avec Annabelle et tout ça là. De quoi les Conjuring et tout. Les Conjuring aussi. Conjuring et Annabelle, c'est Blumhouse. Oui, c'est Blumhouse aussi, Conjuring. Moi c'est les films qui me font le plus peur. C'est les Conjuring et Annabelle quoi. Et Get Out aussi qui est. Non mais ça fait pas peur Get Out. Non mais c'est grave stylé par contre. Mais c'est stylé tu vois. Mais je veux dire attends je dis Conjuring mais c'est pas vrai. Là je mens. Ah ok d'accord. C'est pas Conjuring. Ouais, parce que je m'en rappelais pas, je les ai vus. Non. C'est les American Nightmare, genre la purge là. Ok. Ça aussi, c'est. Enfin bref, ils en ont plein. Alors,
Ils en ont plein à leur actif. Donc en fait, ouais, il y en a plein qu'on a vu. C'est un peu le A24 des films d'horreur, quoi, tu vois. Le manoir. Ouais, les Sinister. Oui. Ouais, donc là, voilà. Donc Wolfman, c'est produit par Blumhouse. C'est réalisé par Leigh Whannell. Pardon, je sais pas comment ça se dit. Leigh, peut-être. Leigh Whannell, qui a réalisé aussi L'Homme Invisible, qui avait été le remake là. Que j'ai pas vu d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as vu toi. Ouais, c'est avec la nana qui est dans Handmaid's Tale. Et c'était bien. Oui, parce que c'est un classique quoi. Du coup, tu te dis c'est vrai que je l'ai même pas vu. Et du coup, bah voilà. Donc c'est lui qui a réalisé. Saw aussi. Leigh. Ouais. Whannell. Il a scénarisé. Il a scénarisé Saw, celui qui est sorti le premier. Ok, très bien. Il scénarise sur Saw. Très bien. Stylé. Bah ouais, c'est clair. Bah ouais, les Saw, c'était. Le premier surtout, c'était vraiment. C'était ouf quand c'est sorti. C'était ouf. Hein. C'était vraiment. Après, il a co-scénarisé tous les autres. Enfin, non, il en a co-scénarisé 3 autres. Ok. Mais non, mais les Saw, c'était un délire quand c'est sorti, vraiment. Bon, c'est vrai que c'était les premiers films gore de ouf, tu vois. Vraiment. Ouais, mais le premier, il avait un côté psychologique. Tu sais, c'était huis clos. Oui, c'est vrai. Faut que je me tire de ce truc-là. Comment je fais machin, très bien écrit. Ouais, c'est ouf. C'était vraiment ouf. Il a à la fin le plot twist. Non, mais c'est clair. Et donc c'est un film un peu, on va dire, body horror. Donc, à l'image ça a beaucoup pris son inspiration, notamment du film La Mouche de Cronenberg. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Alors, ça me fait rire parce que ce film-là, je l'ai vu il y a pas longtemps avec ma sœur. Je l'ai revu il y a pas longtemps avec ma sœur. Je lui ai fait découvrir parce qu'elle connaissait pas et c'est sur Disney+, il me semble. Et j'étais chez elle. Un petit coup de dieu, non? Ouais, mais du coup, je voulais trop qu'elle le voie parce que moi, je me rappelle quand on était petits avec mon frère, on l'avait regardé, on était choqués, tu vois, parce que tu te rappelles La Mouche. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui invente une machine à se téléporter. Et en fait, le jour où il fait le test sur lui, donc il faisait des tests que sur des animaux, mais un jour il se dit, j'en ai marre, je fais le test sur moi. Ce jour-là, il y a une mouche qui rentre avec lui dans sa cabine de téléportation. Et donc, il s'en rend pas compte. C'est juste qu'il va commencer à s'en rendre compte parce qu'il va commencer à se transformer bizarrement et doucement, mais salement aussi. Et voilà, c'est vraiment très dégueu. Le film est dispo sur Disney+, mais vraiment c'est un classique, il faut le voir. Dans tout ce qui est ça fait pas trop body cheap, horror thème. quand tu le regardes. Si, bien sûr, mais en fait, ça se regarde quand même. Tu vois, ma sœur, elle a regardé jusqu'au bout, tu vois. Du coup, je voulais trop lui faire découvrir. Et c'était trop drôle. Elle était horrifiée. Elle était là en mode, ah non, c'est vraiment les films où tu te caches les yeux et tout. C'est vrai qu'il y a des trucs à repartir. Et donc voilà, donc ça a un peu pris ses inspirations de ça, Wolfman, parce que c'est ce côté un peu transformation du corps, etc. Donc on voit sa transformation. Donc du coup, pour reparler un petit peu du synopsis, on parle de l'histoire de Blake. Blake qui est une personne d'une trentaine d'années, père de famille, il vit avec sa femme. Il vient de recevoir un courrier dans lequel il apprend que son père, qui a disparu depuis des décennies, est finalement officiellement déclaré mort. Donc il dit à sa femme, écoute, il faut qu'on aille récupérer ses affaires chez lui dans l'Oregon. Donc il a une maison dans l'Oregon en plein milieu des bois. Donc il se dit et c'est ce qu'il dit à sa femme aussi, c'est un peu l'occasion de resserrer un peu nos liens parce qu'il sent qu'avec sa femme il y a une distance qui se crée parce qu'elle travaille beaucoup, etc. Elle est très absente. Et d'ailleurs pendant tout le film on va sentir un peu son absence comme ça. C'est vrai qu'il y a, tu vois, dans le film il y a vraiment un détachement et tout. Et donc ils partent, ils arrivent là-bas en pleine nuit, ils vont se faire attaquer par une créature. Et donc ils vont aller vite se réfugier dans la maison du père. Et à partir de là, lui, il va commencer à être pris comme d'une maladie. À être pris par une maladie. Donc, qui va générer chez lui un début de transformation. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est le... Ah, il y a écrit ça dans cette Ouais, il me semble. Parce que tu sais que t'as la réputation d'être spoileuse chez les Quacks. Ah, c'est vrai? Ouais. De toute façon, on le sait. Mais on l'a toujours dit. Quoi d'autre? Attention, c'est spoil. Hein. Ça n'a jamais été sans spoil. Toi-même, tu es fervent supporter de ça. Donc, c'est vrai. Non, mais j'annonce. Et encore que j'ai pas spoilé. Tu vois, je raconte l'histoire, voilà. Enfin, non. Ouais, j'ai pas spoilé. Non. En tout cas, c'est l'histoire telle qu'elle est explicitée partout. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Toi, t'as bien aimé ou pas d'ailleurs? Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt haletant. Il était plutôt haletant. C'est un film qui est plutôt qui est rondement mené. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film de loup-garou
un peu revisité, C'est ça. un peu stylé. Parce que moi, j'en avais vu un, mais qui était en mode film français, un peu. C'était un film français, ça s'appelait Teddy. Avec Anthony Bajon, mais qui était un peu spé, tu vois. C'était un film de genre, mais j'étais pas rentré dedans. Là, merci Conan the Barber. Là, c'était vraiment, je trouve intéressant de revoir un film de ce genre-là. Remis au goût du jour. Ils ont réussi à nous avoir avec le suspense, etc. Et puis franchement, bah voilà quoi. Donc franchement, j'ai trouvé ça cool. Ouais, non, si, c'était un bon film. Franchement, à recommander. Ouais. Il sort au cinéma ou en plateforme, lui? Je sais pas. Je sais pas du tout. Là, nous, on sent qu'on est des gros pirates. Non, il était au cinéma, non? Ah ouais, peut-être. Je sais plus. Mais ouais, moi, je dirais que... Toi, t'en as pensé quoi? Merci, Mo. Moi, j'ai bien aimé le côté... allez, on repart sur un nouveau film de loup-garou dans une atmosphère un peu lugubre, etc. Maintenant, j'ai pas trouvé que ça faisait... Alors, ça fait peur parce qu'il y a une ambiance, tu vois. Oui, il gère bien. Mais en soi, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas regardé Maison? J'aime bien. Je sais pas, j'en voyais un qui était là et tout, ça me fascinait. Je me dis, tiens, pourquoi elle a choisi celui-ci? D'accord. Non, mais c'est... parce que mon vernis s'est enlevé et pas celui-là, donc voilà. Non, mais je regardais comme je pouvais regarder autre chose. Il me déconcentre. Il aime trop, en fait, il aime trop regarder mes mains quand je parle et tout, des fois, et c'est perturbant. Non, pas du tout. Si, c'est chiant. Et donc, du coup, ouais, en fait, donc ça fait peur parce qu'il y a une tension, c'est lugubre, etc. Mais, en fait, c'est pas le film d'horreur loup-garou comme on s'y attend, parce que le personnage principal, donc, il va vivre une transformation, finalement, à aucun moment il nous fait peur en réalité. Ah ouais. En fait, il est trop gentil. Ouais. On va vous laisser découvrir, mais vraiment, il est trop. Non, bah il y a quand même, il a ce truc. Il y a de la tension dans la maison. Il y a de la tension, mais c'est pas lui qui la provoque. En fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est pas. On est sur le fil. On sait pas s'il va péter un plomb ou pas. On sent qu'il est... En fait, c'est trop... c'est un loup-garou trop gentil, je trouve. Ah, ok. Vraiment... Après, moi, j'ai remarqué un truc. Il n'y a pas ce truc de bête sauvage, en fait, capable de tout de suite, qui se transforme et qui, vraiment, sa part d'humain est partie, en fait. Parce que je pense que c'est en rapport avec l'histoire, où il a un attachement particulier avec sa fille, etc. Et que je pense que c'est ça que ça veut nous montrer, qu'en fait, il a comme une retenue par rapport à sa fille, que son amour est plus fort que la haine qu'il a en lui, etc. Parce que c'est un truc c'est ce qu'ils appellent la lycanthropie, tout le phénomène loup-garou, etc. Et ça, c'est la dualité homme-animal, c'est un truc qui revient souvent dans ce truc-là. Et en fait, chez lui, on retrouve... Enfin, c'est trop simple, en fait. C'est trop... voilà, il est pris par son côté sauvage, mais en même temps, il est retenu par son amour. Enfin, je sais pas, en fait, ça fait pas assez film loup-garou qui fait peur dans les bois la nuit, tu vois. Il y a pas beaucoup de ça. Et alors, après, par contre, il y a des trucs qui sont quand même sympas. J'ai bien aimé comment la façon dont le réalisateur nous fait passer dans le point de vue loup-garou. Ouais, ça c'est stylé. Et qu'à un moment donné, en fait, au fil de sa transformation, donc il arrive à nous faire passer d'un côté ou de l'autre du regard, en fait, soit loup-garou, soit humain, et on comprend qu'ils n'arrivent plus à se comprendre, mais parce qu'il a réussi à montrer comment, en fait, le langage devient incompréhensible quand tu es un animal, quand tu deviens animal, et vice-versa pour un humain qui comprend plus l'humain qu'il a en face de lui, mais parce qu'il devient animal. Et là, il a bien réussi à faire stylé, ouais. Il parle pas avec un langage genre de natif américain. Ben, je sais pas. On sait pas. Parce que comme tu sais, la maladie qui le touche a un nom, et il donne le nom version dans dialecte amérindien. Ouais. Je me dis, ça se trouve, en fait, ils ont voulu ramener ça sur un côté un peu
spirituel, une espèce de sort. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que moi, c'est un peu des grognements bizarres qui se disent. Je sais pas. Mais au début, c'est des Shamashta, Fashtaklama. Ah ouais? Ah, je vais avoir c'est du remarqué Sims, peut-être. Ouais. Mais ouais, je Comme une Chnada, Ouais. Apatana, Shakafana. Shamana, ouais, là, c'est vrai. Non, mais en plus, le loup-garou, pour le coup, c'est quelque chose de très européen, tu vois. C'est même pas. Dans la culture amérindienne, il y a eu aussi une autre figure de créature, mais je sais plus comment ça s'appelle. Comment elle s'appelle? Non, je sais plus, mais c'est pas un loup-garou, tu vois. Donc, enfin, bref, c'est très européen. C'est né, je crois, de la Grèce. Non, dans la culture amérindienne, non, je sais plus, mais je sais plus c'est quoi. Je te redirai. Enfin bref. Vous voulez qu'on fasse un épisode Franchement, j'aimerais trop qu'on fasse un épisode loup-garou avec Hamza. Enfin, que vous fassiez un épisode sur les loups-garous. Alors je sais que vous êtes très orienté politique en ce moment, mais Hamza, il a une culture de fou sur tous les sujets. Mais on lui avait posé la question parce que moi j'étais parti sur des trucs de loup-garou avec les cracks. Oui. Où on était allé voir avec plein le de gars, trucs là. avec le gars qui était le gars qui fait des vidéos sur les loups-garous, sur des chasses de loups-garous. De mecs d'extrême droite et puis qu'après on a fait bon on va arrêter. Ah ouais. Mais d'ailleurs tiens regarde, rien à voir, producteur délégué du film Ryan Gosling. Alors oui, en fait il y a une histoire là-dessus, c'est que au départ Ryan Gosling était même pressenti pour le premier rôle. Ah ok d'accord. Et c'était un autre réalisateur qui devait réaliser le film. Sauf que finalement, en fait, il y a eu plusieurs réalisateurs qui ont été choisis, scénaristes, etc., qui ont été choisis. Finalement, ça l'a pas fait. Et même, donc, Lace Vanel, je sais pas, je me rappelle plus son nom. C'est pas grave. Même lui, au début, il avait commencé à travailler sur le projet, mais ensuite, il a été pris par d'autres productions, etc. Donc, il a laissé ça de côté. Ils ont choisi quelqu'un d'autre. Finalement, ça a pris tellement de temps à se faire qu'il a eu le temps de terminer ses autres productions et revenir donc sur le projet. Donc, vraiment, ça a été un peu un film galère. Et ouais, c'était Derek Cianfresque, un truc comme ça. Ok. Voilà. Qui devait réaliser ou produire le film, je sais plus. Et donc voilà, globalement, ce qu'on peut dire de ce film-là, est-ce que ça aurait pu être mieux? Oui, moi je pense que ouais, mais maintenant voilà, c'était quand même sympa à regarder. Donc, c'est sympa à regarder, mais quand même. Je regrette pas de ne pas l'avoir vu au cinéma, tu vois. Ouais, c'est clair. Bon, oui, c'est dommage. Vraiment, il y avait pas ce truc frayeur de loup-garou et tout. Ouais. Voilà. Bon, pas comme ce qu'on avait dans le loup-garou de Londres, par exemple. Je me rappelle plus sûr. Ouais, bah t'as un côté où vraiment tu vois la transformation du loup et là ça y est quoi. Enfin, il bouffe les scientifiques en pleine rue de Londres et tout. Enfin, en fait, il y a ce truc de ils se font chasser un peu par un loup. Enfin, c'est autre chose. Faudrait que je le revoie. Ça m'a donné envie de le revoir d'ailleurs. En vrai, grave. Ouais. On passe au César. Oui, j'avais Souleymane, mais oui, on peut passer et du coup, on va passer. Allez, de toute façon, très bien. Oui, vas-y. On va être obligé de parler de Souleymane parce qu'il a été nommé au César. Effectivement. Les Césars 2025. Alors, on va pas regarder les Oscars. Non. On sait qu'il y a. Moi, j'ai pas regardé non plus les Césars. Toi, t'as pu regarder oui, sur moi, j'ai plusieurs regardé vidéos, un peu etc. tout ce qu'il y avait. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, Oscar, j'ai vraiment pas regardé. À part, je sais que le host a fait une vanne sur Kendrick et Drake. Ouais. À part que je sais qu'il y a eu des beaux discours, notamment de la part d'un réalisateur israélien et d'un réalisateur palestinien qui ont fait un documentaire ensemble. Ils ont gagné l'Oscar du meilleur. Oui, merci Nafta, c'est exactement ça, le nom de la créature qui vient de la culture amérindienne. Le Wendigo. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et ça censé ressembler à quoi? Bah, c'est une créature avec, je crois, des cornes. T'as ton passe Wendigo avec toi? Ça fait un peu passer. Ouais. Wendigo mobilité, ouais. Ça ressemble un peu à ça, ouais. Être surnaturel qui appartient à la tradition spirituelle des Premières Nations. Ouais, voilà, avec des espèces de cornes de cerf. Et ouais, c'est ça, dans la culture amérindienne. Ok, d'accord. Mais voilà, chaque culture a un peu sa créature. Oui, nous c'est quoi? C'est la bête du Gévaudan, par exemple, le loup-garou, ça vient vraiment de l'Europe. Après, ça vient surtout de la Grèce. France. En France, je sais pas. Ah, la bête du Gévaudan. Tu connais pas? Non. C'est un truc. Mais si ça avait peur, tu me montres pas. Bah, ouais, ça existe pas surtout. Donc, je crois que c'est censé être quoi la bête du Gévaudan? Attends, non. Tu vois, il y a que des tableaux. Oui, tu vois, il y a que des tableaux qui en parlent. Ouais. Non, c'est en région Occitanie, tiens, donc. Bête du Gévaudan, c'est une espèce de gros canidé, tu vois, dans le pays du Gévaudan. Ok. Donc, c'est dans l'actuel Lozère, voilà. Ah ouais, mais même aux Antilles aussi, il y a une créature, bien sûr. Enfin, c'est un peu une créature. Je sais plus comment ça s'appelle. On m'avait dit. Oh là là, je sais plus. Ah ouais. Mais qu'il faut pas traîner la nuit. Mais ça, c'est vraiment un truc qui reste un petit peu. Oui. De toute façon, sur les îles, même à La Réunion. Mais
mais voilà, je crois, si je dis pas de bêtises, mais du coup, je me ferai rafraîchir la mémoire, mais que c'est une bête, une créature qui est liée à un arbre, à une espèce d'arbre, si tu t'approches de cet arbre la nuit, je crois, hein, mais j'espère que je dis pas de bêtises, si tu t'approches de cet arbre la nuit, je crois que tu peux croiser la créature, il faut pas, etc. Enfin bref, il y a comme une légende maléfique qui vous fait un peu flipper. Mais dans les îles, il y a plein d'histoires flippantes aussi comme ça. Oui, les îles au Maghreb, ils ont Aïcha Kandisha, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Les Césars, donc ouais, bon bref, en gros, les Oscars, on n'a pas trop regardé. Les Césars, on a vu certains des films, la plupart, peut-être pas tous, mais la plupart des films nommés. C'est pour ça qu'on peut le Comte de Monte Cristo. Alors, déjà dans la catégorie meilleur film, c'est Emilia Pérez qui a gagné, de Jacques Audiard. Ouais. D'ailleurs, Jacques Audiard n'a rien gagné aux Oscars. Oui, et d'ailleurs, à part Zoé Saldana. Oui, à part Zoé Saldana pour meilleur second rôle. Mais c'est vrai que d'ailleurs, quand Jacques Audiard n'a pas gagné sur la catégorie du meilleur film, ou je sais plus quelle catégorie aux Oscars, la télévision mexicaine, ils ont sauté de joie. Oui, j'ai vu. Ils aimaient tellement pas le film. Ils ont fait une danse de la victoire et tout. Non, mais, meilleur réalisateur, Jacques Audiard aussi. En face, il y avait quasiment tout le temps les mêmes gens. C'était Histoire de Souleymane, En fanfare, Le Comte de Monte Cristo, Miséricorde. Ça, c'était pour meilleur film. Pour meilleur film. Pour réalisation, il y avait Gilles Lelouch, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière pour Le Comte de Monte Cristo, Boris Lochkin pour L'Histoire de Souleymane, on va vous en parler, et Alain Guiraudy pour Miséricorde. Meilleure actrice, c'était Afsia Herzi dans Borgo, on l'a pas vu. Ouais. Meilleur acteur, c'était Karim Leclou dans Le Roman de Jim, on l'a pas vu, mais il est sur l'IP de notre ami Ouais, faut qu'on regarde. Meilleure actrice, ça on va en parler, on va s'arrêter là-dessus. Meilleure actrice dans un second rôle, Nina Meurice dans L'Histoire de Souleymane. Ouais. Alors L'Histoire de Souleymane, ce film qui donc a été nommé un peu partout, mais qui a raflé au final 2 prix, meilleur second rôle et révélation masculine pour Abou Sangaré. Ouais. Dans L'Histoire de Souleymane qui tient le rôle Souleymane. principal et qui joue Souleymane. J'aimerais que tu nous dises. J'aimerais. Alors, L'Histoire de Souleymane, c'est l'histoire d'un sans-papier qui vit à Paris, qui vient de Guinée. Oui, c'est l'histoire d'un Guinéen qui a traversé la Méditerranée pour vivre à Paris, surtout dans le but d'aider sa mère qui est malade. Ouais. Qui est resté en Guinée. Et donc on le voit en tant que livreur de repas, Uber Eats ou d'une application. Et surtout, il a un rendez-vous 2 jours plus tard où il doit, à l'OFPRA pour avoir sa demande. C'est l'Office français de demande de titre de séjour. Mais je sais plus exactement. Je sais plus. Même, et tous les soirs, j'entends le truc dans Passeport je sais plus. Office français de. En tout cas, c'est l'organisme qui permet du coup aux demandeurs d'asile. Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Je sais qu'il y a apatrides. Ouais, c'est ça. D'obtenir leur papier, tout simplement, leur titre de séjour, etc. Leur de papier français. Et donc, il a ce rendez-vous à l'OFPRA, donc il va être déterminant pour lui parce que c'est ce qui va lui permettre d'avoir asile, entre guillemets, en France. Et donc, on ne sait pas, nous, s'il va réussir ce rendez-vous. Donc, ces 2 jours-là, il va lui arriver plein de problèmes, de péripéties qui vont l'empêcher un peu de mener à bien la réussite de ce rendez-vous-là. Et donc, tu veux que j'en parle un peu plus, que je donne mon... Tu ne spoiles pas. Je ne spoil pas. Mais alors donc oui, en gros, on va suivre la vie de Souleymane. Et voir à quel point c'est galère d'être un sans-papier voilà, en fait, Paris, c'est ça. C'est que ça traite évidemment du sujet de l'immigration, mais ça nous permet aussi d'avoir plusieurs points de vue de quelque chose un peu du quotidien pour nous, parce qu'on a tous déjà commandé
fait des commandes sur Uber Eats, etc. Donc en fait, ça remet en question beaucoup de choses. Ça remet en question les gens qui remettent en question l'immigration, ceux qui profitent aussi de l'immigration, mais qui derrière la remettent en question. Parce que il y a pas mal de scènes qui se passent, notamment avec des policiers, avec un restaurateur, avec une cliente. Donc dans tout son parcours, en fait, il va croiser des gens qui vont ou même avec la personne qui le fait travailler sous son nom. C'est ça, qui font nouer leur compte. C'est ça. Donc, il croise plein pendant ces 2 jours de personnes différentes qui vont lui mettre vraiment des bâtons dans les roues. Ça montre aussi combien, quand t'as pas de papier, on a besoin de toi pour travailler. Par contre, du jour au lendemain, en fait, t'as aucun droit. Donc, du jour au lendemain, on te sucre, on te coupe en fait. Tu cotises pour rien, mais tu participes à l'économie du pays. Du jour au lendemain, on arrête ton activité et t'as rien à faire en fait. Tu peux rien faire, tu vois. Même si tu y es pour rien, même si c'était pas de ta faute, etc. Enfin, t'as aucun droit, quoi. Ils cotisent plus qu'ils reçoivent d'ailleurs. Ça, il faut le savoir, parce qu'ils n'ont pas le droit à la plupart des aides. Donc en fait, quand ils se retrouvent à bosser, en fait, ils participent à l'économie, mais ils participent à payer les retraites, etc. Mais sans rien toucher eux, contrairement à ce que tous les gens réfractaires à l'immigration ou qui ont des idées reçues et qui est à cause lié aux médias. Mais tu vois, c'est par exemple pour prendre l'exemple du restaurateur, donc tu vois que le restaurateur a besoin de livreurs, etc. Mais en fait, il a besoin de livreurs qui se tiennent tranquilles, qui restent bien dans le cadre, etc. Parce que alors que le restaurateur était en retard sur la commande et lui, Souleymane, il a besoin de travailler, il a besoin de pouvoir récupérer sa commande pour la livrer dans les temps, parce que sinon, dans les temps. Après, et de là, t'as le restaurateur qui lui dit écoute, si t'es pas content, rentre chez toi, tu vois. En gros, rentre chez toi, rentre dans ton pays. En fait, tu vois, il y a ce truc de si tu rentres, t'es pas sage. Ça revient à la chanson de Kendrick, Be Humble, Sit Down. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là. C'est si t'es pas sage, tu restes pas assis dans ton coin sagement et que tu fermes pas ta bouche tant qu'on t'a pas demandé de l'ouvrir, en fait, tu rentres chez toi dans ce cas, tu vois. En gros, on te fait comprendre que t'as rien à faire ici. Alors que le reste du temps, reste sage et tranquille, on va t'utiliser comme on veut, en fait. Et ça montre un peu ça, tu vois. Donc c'est pas non plus tire-larme, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment on suit son quotidien. Et la façon dont c'est filmé, j'ai beaucoup aimé aussi, parce que tu vois, on est vraiment en immersion avec lui, presque à la manière d'un docu. C'est un documentaire presque. Presque à la manière d'un docu, mais cinématographié moi j'ai bien aimé. C'est un petit budget, 1,3 million pour un film, c'est pas grand chose. T'as l'impression que ça a été filmé de façon sauvage, parce que vraiment il est dans les rues de Paris. Je pense qu'il y a des scènes, ça a été tourné. Il est dans les rues de Paris, les voitures passent, machin et tout. On sait combien dans Paris ça peut être compliqué de bloquer des rues pour filmer. C'est ça. Donc il y a fort moyen qu'il y a la plupart des scènes qui étaient tournées à l'arrache, sans autorisation. Et franchement, tu vois, il a la qualité de ces films d'auteurs français qui se retrouvent à être très dans la non-narration. C'est-à-dire qu'il y a pas forcément... Il y a une histoire en toile de fond, mais qui est au final pas forcément très, très, très haletante. C'est surtout une espèce de fenêtre sur la vie de quelqu'un. Et ça, c'est les films d'auteurs français qui sont bons là-dedans. Mais c'est aussi le défaut de leur qualité. C'est-à-dire qu'ils arrivent à te mettre en immersion dans une vie avec des scènes qui racontent la vie. Et il s'avère que c'est des scènes qui sont ultra prenantes, très réelles. Enfin, t'as l'impression, comme tu le dis, que c'est du documentaire. Et souvent, là où c'est déceptif dans ce type de film d'auteur, c'est qu'à la fin, ça se finit toujours très vite. Et tu dis quoi ? Déjà, c'est déjà fini ? Non, mais je déteste les fins de films d'auteur, parce que en gros, ça te laisse en suspens. Voilà. Et en gros, c'était une parenthèse dans la vie du personnage. Mais on raconte pas d'histoire forcément. C'était juste. T'as pas le fin mot de l'histoire. En plus, alors ce que j'ai pas aimé du coup de l'histoire de Souleymane par rapport à cette fin en suspens, c'est que quand même pendant tout le film, ils nous mettent cette intrigue de est-ce qu'il va réussir l'entretien ? Et on le sait pas. En fait, tu vois, mais pas une intrigue pour ne pas donner la réponse à la fin. Tu vois. Enfin, après, tu peux. Mais du coup, là, on a spoilé un peu. Ah. Bah oui, parce que ça. Mais on a dit que c'est du spoil. Non, mais on aurait pu. Bah non, on n'a pas spoilé. Bah, c'est que. J'ai dit, on sait pas la fin. Bah voilà, on sait pas. Bah, du coup, on sait pas. Vous savez pas. Vous allez pas savoir. Vous savez pas. Voilà, on vous a rien dit. Vous savez pas. Mais en gros, oui, de laisser en suspens, c'est un peu le propre de la plupart des films d'auteur. De toute façon, le film il est sorti il y a 4 mois, donc bon.
Les gens, ils ont eu le temps. C'est vrai, il y a prescription. On peut. C'est vrai que. J'ai pas spoilé Mercato, j'ai pas spoilé Mikey 17. C'est vrai. La semaine dernière. Ah bah là franchement on aurait été vraiment des bâtards parce qu'on l'a vu vraiment en amont, j'ai l'impression, par rapport à la date de sortie, parce qu'il est toujours pas sorti. Il sort demain. Ouais. Enfin là on tourne au moment où on tourne. J'ai hâte d'avoir les impressions des gens et tout. Ouais, moi aussi j'ai hâte, je suis curieux. Allez le voir, dites-nous. Je sais pas comment ça va prendre. On va voir. Moi je pense savoir. Vas-y, on revient sur les Césars et les Oscars. Mais ouais, et non, et pour finir sur Souleymane, en plus, moi, je fais le parallèle avec Passport, la pièce dans laquelle je joue, parce que ça fait beaucoup écho on est en plein à dedans. Passport. Ouais, c'est clair. Ah, oui. C'est vraiment sur la partie la vie difficile de gens qui sont réfugiés à Paris, qui n'ont pas de papier, etc. Chauffeurs et tout. Les conditions, bah, franchement, j'ai découvert même des trucs qu'il n'y avait pas dans Passport parce qu'on n'a pas trop développé cet aspect-là. Mais tu vois, quand tu loues le compte Deliveroo ou Uber Eats de quelqu'un et que à chaque fois que tu dois faire une manip ou un truc comme ça, tu dois faire un selfie de ton visage pour bien confirmer que c'est toi qui possède, qui utilise le compte. Ouais. Et donc il est obligé d'aller. C'est bien toi le propriétaire du compte. Ouais. Donc il est obligé d'aller retrouver le propriétaire pour faire le selfie, etc. Toutes ces contraintes là, tu vois. Et quand, enfin bref, il y a plein de scènes et tout où vraiment même tout le monde le fait chier. Et puis lui, tu te rends compte que tout ce qu'il veut, c'est juste faire ce qu'il a à faire et prendre son argent, faire son argent pour pouvoir vivre. Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Et surtout aussi, il doit en même temps penser à bien tous les matins dès qu'il se lève appeler le centre d'hébergement dans lequel il loge pour réserver un lit. Si t'arrives en retard, ça aussi qui montre, c'est vraiment c'est une vie. Ils prennent pas. Déjà, il travaille toute la journée durement et difficilement avec toutes les contraintes qui lui tombent dessus, etc. Et puis finalement, faut qu'il soit à l'heure pour le bus qui l'emmène au centre d'hébergement. Et s'il le rate, il passe la nuit dehors. Et ça, enfin franchement, c'est montré. C'est vrai que ça, c'est pas facile à voir parce que tu sais que c'est réel. Et, donc, et dans la scène de l'OFPRA, il y a la fille de l'OFPRA, donc, et c'est son nom dans la distribution, la femme de l'OFPRA. Elle n'a pas de prénom. Et elle est incarnée par Nina Meurice. Et vraiment, elle va être dans cette scène qui va durer 5 minutes. Et elle apparaît dans le film comme une figurante plus, quoi, tu vois. Je pense que même elle a été étonnée de... Ouais. Il y a vraiment, elle a rien fait de ouf. Et je suis sûr que c'est une très bonne actrice et tout dans d'autres films, etc. Mais là, dans ce rôle en particulier, elle n'a rien fait de ouf. Elle est juste, elle tient sa partition sans propre. Doute juste qu'elle a fait mieux que tous les autres seconds rôles de l'année. Sauf que dans la meilleure actrice dans ce rôle, t'avais Catherine Fro dans Miséricorde, on n'a pas vu. Sarah Succo dans Enfant Phare, on n'a pas vu. Anaïs Desmoustiers, on les a pas vus, donc ça se trouve c'était moins bien, tu vois. Desmoustiers ouais, mais non, mais les autres, elles jouaient tout le film. Oui, mais peut-être que mais ça, après ça veut rien dire. Non, mais je sais, mais Anaïs Desmoustiers, non, mais l'autre, c'est un braquage. 5 minutes, Élodie Bouchez, moi j'ai vu la moitié de l'amour ouf. Élodie Bouchez, dans le peu de scènes que tu vois, c'était mieux. Mais c'est vivant en fait, parce qu'elle joue des trucs où ça pleure, où ça rit, où il y a des choses, tu vois. Là, en fait, elle joue super bien, la nana de l'administration qui pose des questions, mais elle a pas fait. T'as pas l'impression que c'est une performance exceptionnelle, en fait. Elle a pas fait de perf. Elle a juste été un bon 5e rôle. Oui. Qui est pas un second rôle, dans le film. En fait, elle a bien joué son rôle. C'est un 5e. Le second rôle, ce serait ses potes qui croisent tout le temps ou machin. Là, c'est ouf de voir comment, genre, meilleure actrice dans un second rôle. Frère. Non, c'est trop. Ouais, là, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je sais pas. Honnêtement, là, pour moi, c'est un braquage. C'est pas. Elle a fait un Nikon Festival et elle a fait un Nikon Festival. Vraiment, c'est pas plus. Ouais, vraiment. Bon, elle a bien joué son rôle. Elle a bien joué son rôle, mais elle l'a pas surperformé. Tu te dis pas, oh putain. Non, mais c'était parfait. Incroyable. C'était genre pile poil ce qu'il fallait. Incroyable. Non, c'est vrai que c'est ouais. Mais en tout cas, non, c'est Meurice avec 2 S là. Ouais. Triste un peu pour. Mais juste pour revenir sur Abou Sangaré, du coup voilà, c'est quand même magnifique qu'il ait eu son César. Et là pour le coup c'est mérité. Révélation masculine. Il a jamais joué le gars. Il a jamais joué. Ouais. Franchement, comment ça s'est passé, c'est qu'il était dans une association et que du coup il a été informé par l'association que voilà il y avait une équipe de production qui voulait venir faire passer un casting. Donc ils ont été à peu près 20 ou 25 Guinéens à passer le casting. Et ensuite, ça s'est bien passé. Ils l'ont rappelé pour faire un essai avec un acteur du film.
Et là, ça s'est bien passé. Et donc, ils l'ont rappelé ensuite en disant qu'il a été pris pour le premier rôle. Et donc, trop beau pour lui. Il a passé 2 semaines en immersion avec l'un des acteurs qui est vraiment apparemment livreur Uber Eats. Ah, lui, il l'était pas? Non, lui. il était mécanicien, lui. Ouais, mécanicien. Lui, son rêve, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans ses interviews, c'est son rêve, c'est de devenir mécanicien poids lourd. Et d'ailleurs, il est très humble par rapport à ça, parce qu'on lui dit, du coup, ça y est, c'est le cinéma pour vous et tout, la grande porte est ouverte, machin. Et du coup, lui, il dit, non. Enfin, en gros, il est super conscient. Il dit, en gros, il fait comprendre que c'est pas une fin en soi, c'est pas parce qu'il a gagné un César que ça y est, le cinéma, c'est sa vie. Lui, son rêve, ça reste toujours de devenir mécanicien poids lourd. Il dit et il explique bien qu'il est conscient que pour être un grand acteur, il faut atteindre un certain niveau pour être un grand acteur français, et que pour lui, il n'est pas encore à ce niveau-là, et qu'il espère, il va travailler pour arriver à ce niveau-là, mais aujourd'hui, il ne se considère pas, ça y est, le grand acteur, etc., malgré le fait qu'il ait gagné un César, il reste très humble, et il dit, le jour où j'atteindrai ce niveau-là, peut-être que je pourrais vous dire, c'est mon projet de devenir un grand acteur français, mais pour l'instant... Pour l'instant, non, et tout. Donc, c'est trop joli, c'est trop mignon. Et donc, oui, donc il a passé 2 semaines avec un certain Mamadou, qui joue aussi dans le film. On le voit dans la scène où ils sont au niveau des lavabos, dans le centre d'hébergement. 2 semaines d'immersion avec lui pour comprendre comment tu utilises l'application Uber Eats, pourquoi, c'est quoi la relation client, parce que ça, il pouvait pas savoir, en fait. Il a jamais vécu. Et c'est vrai que tu sais pas, en fait, comment ça se passe avec un client, etc. Donc, il a passé ces 2 semaines-là à faire vraiment de la livraison avec lui et tout. Super. Et c'est trop bien. Ouais, voilà. Et vrai acteur, vraiment immersion. Vrai acteur, vraiment, il a fait il était impliqué. Trop bien. Et donc voilà, pour les petites anecdotes par rapport au film. Merci. En fait, on était très déçus. Alors, le comte de Monte Cristo, lui, il a pas eu de. Ouais, franchement, déception. Pourtant, Pierre Ninet, il avait d'être ça. Franchement, Pierre Ninet, il avait vraiment d'être ça. Juste ajouter un truc qui est triste par rapport à Abou Sangaré. L'histoire de sa maman malade en Guinée, c'est une histoire vraie. Et merci coup, Chronos. Il est vraiment venu ici pour l'aider. Et en fait, elle est décédée en 2019. Oh, dommage. Voilà. Trop triste. Ouais. Trop triste. Voilà. Ils ont eu aussi Oscar meilleur scénario original aussi. L'histoire de Suleiman ? Ouais, l'histoire de Suleiman, trop bien. Face à qui ? Borgo, Enfant phare, Miséricorde, 20 dieux. 20 dieux, tout le monde m'en parle, faut absolument qu'on le voit. 20 dieux. Non, ce qui est triste, c'est comment ça s'appelle. C'est le Comte de Monte Cristo qui a eu, je crois, meilleur costume, si je dis pas de bêtises. Désolée. Je suis malade. Oui, pas de souci, on te pardonne avec grand plaisir. Meilleur costume. Meilleur montage, il a eu aussi l'histoire de Suleiman. Ok. Et meilleur costume pour. Et meilleur décor. Mais sinon, c'est tout. Ouais. Et il a pas eu meilleur acteur, Ninet, c'est dommage. Ouais, c'est ouf, il a rien eu. Lui et Taharaï non plus. Non, mais vraiment, pour ça, moi, il a même pas été nommé. Tar, si. Tar ? Oui, bien sûr. Ok. Ouais, mais même le film Aznavour, ça a pas été nommé. Non. Ça n'a pas été nommé. Franchement, je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Ok. Non, lui, il y a que lui qui a été nommé. Parce que c'était un magnifique film. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé. Moi, j'ai kiffé. Ouais, c'était trop beau. Mais il n'a pas marché, de ouf. Ouais, en fait, il y avait ce truc aussi, les gens validaient pas que ce soit Taharaïm. Alors, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Pourtant, enfin, il a apprécié. Donc, il a été nommé aussi dans meilleur costume, meilleur décor et meilleur effet visuel. J'attends de voir comment ça va se passer pour Johnny avec Raphaël Quenard, qui va interpréter Johnny Hallyday. Est-ce qu'il sera nommé le film, tu vois? Je sais pas. Déjà, parce hâte de voir la presta. Pourquoi l'un, pas l'autre Hâte de voir la presta aussi de Raphaël. Alors ça, par contre, moi, j'ai hâte. Ouais, j'ai vraiment hâte. Parce que là, pour moi, ça va être le premier gros test de Raphaël Quenard. De se dépatouiller de son accent, de sa façon de parler, des rôles sur mesure qu'on lui filait. Je pense qu'il est capable. Réponse en 2020. T'imagines, il arrive pas et il est là. Il semblerait que quand je te vois, je t'aime. Frère. Le gars, il lâche pas l'affaire avec son accent. Avec des phrases alambiquées, t'as dit, cousin, là-haut. Impossible. mais c'est pour ça que je pense que ça va être incroyable et surtout ça va être agréable de le découvrir dans un autre type de personnage du coup parce que on l'a vu que d'une manière et donc là en mode Johnny, moi j'ai hâte de voir ça. Je sais pas quand est-ce qu'il sort ce film là. Je sais même pas, je sais pas du tout. Je sais même pas s'ils ont commencé le tournage et tout. Ouais, je sais pas. Attends, je vais regarder. Quenard, Johnny. Ça dit quoi? L'acteur qui a explosé tiendra le premier rôle dans le biopic de Johnny.
Attends, moi, j'aurais vu Jérémy Crédville, mais... d'accord. À la production, Hugo Célignac, Shifumi et Cédric Jiménez, évidemment. À la réalisation, celui qui a fait Bac Nord, Novembre. Ok, d'accord. Donc, ils ont pris... D'accord, ok. Bon, bah, on va voir, hein, mais il n'y a pas de date. Bah, non, ah, d'accord. Et pas d'idée de date? Okay. Non, pas de date. Dommage. Mais ça va... Attends, je te montre Jérémy Crédville pour que tu vois sa teuté. Et oui, moi, à la base, j'aurais... Non, et du coup, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Non, il va rien faire, mais c'est moi, à l'époque... Mais c'est vrai qu'il a grave un air... J'aurais bien vu lui... Mais il ressemble de ouf à Johnny jeune. Ouais. Tu vois, les yeux un peu tirés, tout. Et d'ailleurs, il limite bien en plus, parce que comme il le sait, quand tu lui demandes de limiter. Ouais, bah après, mais je pense que Raphaël Quenard, coiffé et tout, il saper comme Johnny, il peut vraiment dégager un truc de Johnny, quoi. On va voir, hein, on va voir. Il n'y a pas besoin qu'il soit sosie, en fait. Si on a besoin que ce qu'il dégage, ce soit du Johnny. Comme Tahar. Comme Tahar avec Aznavour. Ouais. Comme Tahar avec Aznavour. Ouais. Ouais. Et j'ai hâte de voir aussi si, comme Tahar, Raphaël va travailler le chant pour pouvoir interpréter des morceaux de Johnny. Alors, j'ai appris que Tahar, il avait travaillé le chant, mais il y a des fois où, en fait, il mixait sa voix et celle de Aznavour. Ils ont fait ça à l'audio. Ah oui. Pour certains trucs. Parce qu'en fait, il le faisait, quand ça montait, etc., il le mixait. C'était plus sur des... Quand c'était plutôt bas, enfin... oui. Ouais, bah après, c'est vrai que... Ils ont pas, parce que tu peux pas t'improviser chanteur à la chanteur lyrique en 6 mois. Quoi, non, mais c'est clair. Mais bon, en tout cas, ouais. Enfin, tu peux, si t'as déjà du potentiel. Si t'as des facilités. Mais si t'as jamais chanté, que déjà de monter dans les aigus et tout, dans les octaves, ça peut être un peu compliqué. Ben, je sais pas, après, ça peut arriver, mais... Avec en tout cas, je pense il a dû y arriver, mais qu'ils ont utilisé la voix d'Aznavour en soutien. Et pas, en soutien, oui, voilà, c'est ça. Pour pouvoir faire un truc nickel. Oui, oui. Donc, trop bien. Mais bon. Emilia Pérez, donc, qui a raflé pas mal aussi. Ouais. Bon, oui, c'était un bon film, c'était mérité. Là, c'est les Césars. Toujours les Césars, ouais, César, on reste sur les Césars. Oui, moi j'ai bien aimé la musique. C'est vrai que la dernière fois, dans le débrief d'Emilia Pérez, on n'en a pas parlé, mais la musique, j'avais adoré les petites ballades, petites mélodies là, à la guitare, je crois. Enfin bref, c'était très joli. Donc voilà. Ouais. Très controversé, aussi, à cause de la Carla Sofia. Oui, à cause de plein de trucs, mais ça, allez voir on en a parlé pendant 20 bonnes minutes dans le dernier épisode, quoi d'autre, et ouais. Mais donc, oui, c'est mérité, c'est vrai, ça, c'est mérité. Mais moi, je suis triste pour le César. Tout n'est pas mérité, tu vois. Oui, non, c'est mérité que. Pour alors, meilleur son, tu vois, je sais plus, bande-son. La musique. Ouais. Ah non, ça, elle a gagné. Oui, elle a gagné, justement. Ça, ils ont gagné. Ouais, mais aux Oscars. En fait, c'est le problème, c'est que c'est le film a fait un tel braquage qu'ils étaient sur les deux plus grosses cérémonies, tu vois, en même temps, parce que les Oscars et les Césars, ça se suit à chaque fois. Ouais. Mais tous les trucs qu'ils n'ont pas gagné là, ils l'ont gagné aux Oscars. Ouais. Mais elle a rien gagné, par contre, l'actrice qui jouait. Elle a rien gagné. Non. Voilà. Mais bon, écoutez, ma foi, et voilà, donc il faudrait voir 20 dieux aussi, on est curieux. En termes de présentation, Zadie, bon, c'était cool. L'animation de la soirée. Ouais. Il a son petit... Pas trop regardé, je regardais le monologue d'intro, c'est un peu passé le plus long, en général, ça donne le là, bon, c'était pas... ça casse pas trois pattes à un canard, dirons-nous. C'est mon expression, ça. Oui, de tout le monde, de la France. Hein. Non, mais je sais, mais j'aime bien la dire, celle-là. Moi aussi, j'aime bien la dire. Moi, je l'ai dit depuis j'ai 4 ans et demi. Alors, menti. Et Raphaël Quenard et Pio Marmaille, c'était gênant. Ils ont fait un truc de remise de prix. Là, j'ai pas compris. On comprend pas où ils veulent aller. J'étais gênée, j'étais vraiment comme ça. Ouais. En regardant. En fait, c'est quoi? C'est genre vraiment, ils se sont dit, vas-y, tu sais quoi, on va jouer les mecs qui sont dégoûtés que y a quelqu'un qui va gagner un César et que ils vont devoir le lâcher à quelqu'un. On va faire genre les grands qui font des coups de pression et tout. Et genre, je pense qu'ils avaient des lignes de directrice comme ça. Et il dit, mais on dit quoi et tout. Fait, t'inquiète, de toute façon, tu connais, on y va au talent. Cousin, non, c'est du travail. Hein, c'est nul.
Donc ouais, franchement, c'était grave gênant. C'était grave gênant. En fait, moi, je comprends pas parce que quand l'année dernière, par contre, c'était l'année dernière qu'il avait fait un discours de fou, enfin, qui était stylé. Mais là, c'était pour Raphaël sa Quenard. remise. Ouais, c'est quand il a reçu son trophée, ouais. Ouais, là, c'était stylé. Alors, tu passes du coup, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, c'est clair. Là, tu sens qu'il y a une prise de confiance, mais il semblerait que le travail était nécessaire afin de pouvoir colporter un message qui puis dire qui ne serait que se parfaire sous les méandres de... Ça, tu l'imites trop bien. Je l'ai un peu. Ouais. Ouais, Non, mais, donc... lui, en imitation, les gars, franchement, bientôt, il va remplacer Canteloup parce que là, Inch'Allah, c'est bon. il vous cache son talent. On n'en peut plus là des imitations de Canteloup. Bon, en tout cas, voilà. Globalement, c'est ce qui s'est passé. Un gros braquage pour Emilia Pérez qui a remporté pas mal de choses. Le petit truc en plus, ils étaient dans la catégorie meilleur premier film. Mais c'est 20 Dieux qui a gagné dans cette catégorie. 20 Dieux. Meilleur premier film, c'est le seul qu'ils ont eu d'ailleurs. Et c'est déjà énorme, hein, parce que tu sais, dans l'Académie des Césars, elle est connue pour ne pas aimer les films à succès. Donc voilà, film étranger, c'est pas The Substance qui a gagné, c'est Zone d'intérêt. Le fameux film documentaire réalisé par un Israélien et un... Ah non, je confonds, pardon. Zone d'intérêt, c'est un... Mais pareil, c'est un film... qui justement parle, je sais plus, du nazisme, etc. Et Jonathan Glazer, il a fait Mais The Substance, franchement, il méritait de gagner. C'est vrai. Après, j'ai pas vu la zone d'intérêt. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que The Substance, il est réalisé par une Française distribuée par France Metropolitan Film Export. Oui. Mais il est dans la catégorie film étranger. Bah oui. Parce que c'est les Oscars, là, non? Non, là, c'est les Césars. On n'a pas bougé. Ah oui. Et alors que Emilia Pérez, qui est réalisé aussi par un Français et qui est en anglais, et lui, il est dans le film français. Enfin, il est dans les... Non, après, c'est juste que Emilia Pérez, il n'a pas été nommé ici, dans les films étrangers. Non, mais pourquoi The Substance, il n'est pas nommé il n'a pas été nommé dans le meilleur film. Pourquoi il est dans le film étranger et pas dans le film français? Parce que ce serait un film français. Oui, c'est un film français, par contre, je comprends pas. J'avoue. Ah oui, voilà, mais merci beaucoup. C'était Christopher qui m'en avait parlé dans le train. Zone d'intérêt, c'est un film sur la famille du chef de camp d'extermination. Tu ne vois que la famille et tu comprends derrière ce qui se passe. Ouais. Tu sais, ils sont dans un camp à la Auschwitz. Ah, ok. Et il est avec sa famille et tout. Ils vivent dans une petite maison en marge du camp. Ah ouais. Donc, oui, ça donne un autre point de vue en fait. Ouais. C'est ça. Okay. Le 167e 1000 films sur le sujet. Je crois que ça y est, on a eu tous les points de vue là. Ils ont couvert tous les angles, a priori. Celui-là, on n'avait pas, je crois. Oui, allez, vas-y. Par contre, sur l'esclavage, ils galèrent toujours. Et d'ailleurs, le gars qui avait joué dans Le Pianiste, lui aussi. Donc, ah non, ça, c'est dans les Oscars. Bon, on en parle après, c'est ça? Ou on passe aux Oscars? On passe aux Oscars, ouais. Sauf si t'avais autre chose à dire sur les Césars. Non, bien sûr. Non, c'est juste que j'ai moins de choses à dire sur les Oscars parce que j'ai moins vu les films qui ont été nommés. Ouais. Contrairement. Mais on avait vu qu'il avait fait un petit discours quand même. Comment il s'appelle, cet acteur? Adrien Brody, ouais. Ouais, voilà. Parce qu'il n'avait pas gagné d'Oscar pour Le Pianiste. Ouais. Et là, du coup, c'est son premier Oscar. Non. Ah bon? Je sais pas. Non. Ou alors j'ai pas. Non, oui. c'est pas. Non, oui. Attends. Ah bah tu as alors. Non, il en a gagné 2. Ah ok, du coup, et la dernière j'ai fois, pas écouté son discours, mais qu'est-ce qu'il disait? Parce qu'il avait l'air triste et touché à la fois. C'est que, je sais plus, il disait que en gros, mais il faisait un parallèle avec ce qui se passe à Gaza, tout ça, je crois. Et qu'il faut pas qu'on sombre dans... et il faut pas que les États-Unis, ils sombrent dans le fascisme. D'accord. Voilà, je crois qu'ils ont un truc comme ça. Mais c'était très militant. Ouais. C'est vrai que tout le monde a fait il a fait un bisou avec Ali Berry aussi, parce que ils avaient fait ça il y a, pareil, avant. Ils ont refait le fameux bisou, mais je sais pas de quoi. Ali Berry a embrassé par surprise Adrien Brody sur le tapis rouge. Baiser vengeur après celui de 2003 qui pose problème. Ah. Une soi-disant explication. L'ex James Bond girl Ali Berry était de retour aux Oscars pour remettre leur Governor Awards aux producteurs de films James Bond, Barbara Broccoli et Michael J. Wilson. Adrien Brody a quant à lui été nommé machin. Ultra glamour dans sa robe de Sirouen. Excusez-moi Georgina, mais je suis obligé de le faire. Ah putain, il était avec sa femme. Arrête. L'attention de la compagne de l'acteur avant d'embrasser ce dernier. C'est pas possible. Cela fait 21 ans que j'attends de le voir sur un tapis rouge et de lui en faire un, ajouté à Libéry entre deux rires. J'ai déjà vu dans des soirées, mais c'est la première fois depuis cette nuit-là que je le vois sur un tapis rouge. Parce qu'en fait, en 2003,
Non, mais ça, c'est quand même incroyable Une parce que. vengeance suite à un baiser d'Adrien Brody en 2003. Mais tu sais, ça, c'est. Ouais, bah, j'avoue que lui aussi, il a abusé parce que, Ouais. en fait, bon, ouais, j'allais dire, mais en fait, elle lui rend l'appareil, mais un homme aurait fait ça à une femme, c'est agression sexuelle, on est d'accord. Bon, là, En fait, du coup, se apparemment, permettre dans ce sens-là, je trouve que c'est tout autant. Lorsqu'il était monté sur abusé. scène pour récupérer sa statuette des mains d'Ali Berry, l'acteur n'avait pu contenir sa joie. Il l'avait alors renversé en arrière et embrassé sans la prévenir. Ah ouais. Non, bah, écoute. Mais par contre, mais ils sont chez père. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Qu'est-ce que je te dise, Kevin? Ouais, bah, franchement, j'avoue, j'ai pas. C'est gênant, hein. Ah ouais. Donc, Devant sa femme, en plus. devant sa femme, cousine. Ouais, mais après, l'autre, pareil, elle a été maquée quand il a fait ça sur scène. Ouais, mais lui, bah, lui aussi, mais n'importe quoi. Non, c'est n'importe sérieux. quoi. Ah, Anora, je l'ai pas vu, on se l'est mis de côté, là, faut qu'on le regarde. Lui, il a été primé avec 5 prix, dont celui meilleur film. Mhm. Après, sinon, Emilia Pérez a raflé que dalle à part Zoé Saldana. Mm. Donc, le meilleur réalisateur, c'était pour Sean Baker pour Anora. Meilleur Zoé film, Saldana, Anora. c'est son premier Oscar. Parce que vraiment, déjà dans Avatar, j'adore. Elle a joué aussi dans Colombiana et d'autres films, mais elle est très forte. Hein. Alors, Zoé Saldana, est-ce que c'est son premier Oscar? Je vais vous dire tout de suite. Zoé Saldana. Zoé Saldana. 46 Personne à ans, la ref. putain. Ouais, mais moi, je crois que je sais que tu l'as, Zoé. Je suis ravi. Alors. Distinction, voilà. C'est son premier Oscar. Ah ouais? Elle avait déjà, ah non, j'allais dire elle avait déjà eu Golden Globes, mais c'était pour le même film. Elle a eu BAFTA pour le même film. Elle a eu Festival de Cannes pour le même film. En fait, ce film, il lui a filé tout. Tout. Mais dans Avatar, rien, parce que. Avatar, elle excellente avait dans été... Non, pas d'Oscar. Alright. César. Ah non, merde, bon, ça c'était Emilia Pérez. Non, Avatar, elle avait eu le Austin Film Critic. Non, elle a rien. Ok. C'est ouf, hein. Donc, c'est son premier. Voilà. Merci beaucoup, Nafta. Salut, Nafta. Et repose-toi bien. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu Kieran Culkin, le frère de Macaulay Culkin, Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Excellent acteur qui jouait notamment dans Succession. Il a eu meilleur second rôle. Dans quoi? Dans le film qui s'appelle A Real Pain. Real Pain, film réalisé par Jesse Eisenberg et qui joue aussi dedans. J'aimerais bien le voir. Apparemment, il est très beau ce film. Moi aussi. Meilleur scénario. On a 3 films à voir. Conclave. Ouais, grave. Anora. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Ça, c'est meilleur film d'animation. Et je crois que, pareil, en France, il a gagné aussi. Ah oui, ok. Meilleur film documentaire, No Other Land. Ça, c'est le fameux film réalisé par des Palestiniens et des Israéliens. Ils ont fait un super discours poignant, etc. Applaudi. Meilleur film international, Je suis toujours là. Ça, c'est un film brésilien. Et il y avait Emilia Pérez dans la catégorie meilleur film international. Alors là, je comprends plus rien. Là. De quoi? Emilia Pérez, il était nommé dans toutes les catégories et aussi dans la catégorie meilleur film international. Tu sais, genre. Ouais. Et c'est possible. Oui. Il m'emmerde. Meilleure Donc la morale de l'histoire, c'est quand tu fais un film, tu fais aussi un film qui peut être... Ouais. En fait, la morale de l'histoire... Tu peux être dans toutes les catégories, en fait. La morale de l'histoire, si tu veux être nommé au César et aux Oscars et à la Cannes et machin, tu fais un film en anglais, mais t'es français, et c'est une prod française. Comme The Artist. Voilà, comme ça, t'es tranquille. Wicked aussi a gagné meilleur costume. The Substance, ils ont eu meilleur maquillage. Ouais. C'est triste, ils auraient... Dune, pas ta pote, hein. Dune, deuxième partie, meilleur son. Ouais. Mais putain, Anora a fait un braquage hein, quand même. Meilleur maquillage et coiffure, The Substance aussi. Ah, bon, j'ai déjà dit. Oui. Meilleur maquillage, The Substance. Donc ils ont raflé. Hein. Maquillage, Substance. Meilleur court-métrage, on s'en fout. Meilleur court-métrage d'animation, on n'a pas la ref. Court-métrage documentaire, ok, d'accord. Bon, bah voilà. Ok. Globalement. Bon, en tout cas, cette année, on attend I Am Legend 2. On attend I Am Legend 2. Je crois que c'est cette année. Johnny de Quenard. Ah, c'est cette année, tu penses? Je sais pas, mais on espère. Je pense pas, à mon avis. Faut que je vois. C'est genre, c'est. Écoute, je vais passer un call à Rafi. On va voir ce qu'on peut faire. Je vous promets rien. Et puis, bah voilà. Non, mais très bien. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Vous voulez parler du PSG, mais. Franchement.
Ça va, on va rester là-dessus. Ouais, on va rester là-dessus. Ouais. Hein, en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir papoter avec vous. C'était un plaisir de pouvoir papoter avec vous. De faire ce débrief autour du cinéma. Et j'espère que vous avez adoré la nouvelle chronique de Gaël, les spoils by Gaël. Mais c'est pas nouveau. La chronique chiant. qui cartonne. En plus, tu fais trop genre, toi, t'as jamais spoilé et tout. Moi, je me rappelle pas. Faut juste qu'on le rappelle en début d'émission. Faut mettre des trigger warnings. Et ça, c'est ton boulot. De faire les rappels. Mais parce que moi, maintenant, je pensais qu'on spoilait plus. C'est pour ça. Bah, faut me le dire. Mais on parle pas à moi. Non, mais je lis les messages, ils disent pas spoil. Ah, mais moi, je vois pas tout le temps les messages parce que je suis sur mes notes et tout, donc sorry. Voilà, sorry. Bon, voilà, en tout cas. Ah non, c'est la table. Mais c'est à toi de me rapporter les messages. Oui, c'est vrai. Comme tu le fais d'habitude. On spoilera plus. Voilà. Ah bon? Non. Sauf si le film a plus de 2 mois. On dit ça? Bah là, ça va, là. Du coup. Suleiman, c'était bon. Bah, carrément. Voilà. Et bah, du coup, je suis restée avec lui. On fait attention. Wolfman, c'était il y a 1 mois. J'ai dit 2 mois. Ouais, mais j'ai pas spoilé. Non, tant que le film n'est pas sorti en plateforme. Bah, non. Ça va, ça entre 3 et 6 mois. Oh. Bon, on verra. Ouais. Mais parce que non, mais ça limite beaucoup quand même pour en parler, non, tu vois. Non, tu peux dire plein de choses. Non, je te jure que non. Ok. Ouais, je te jure. Après, je l'avais très bien fait pour Mercato et pour Mickey 17. J'allais te le dire. Tu vois, t'as tu t'es contre-exemplé. Tu vois, c'est génial. Alors. Mais c'est toi qui m'as lancé sur la fin de Suleiman. Non, je dis juste que comme les films français, ça peut nous laisser sur la fin et toi tu... Oui, parce que la question de... On aurait pu rester là-dessus. Il fallait me dire. Non, désolé en tout cas. On sait. On fera attention. Allez, on vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez des suggestions de films, de séries, etc., n'hésitez pas. Oui, mais il faut qu'on le fasse du coup. On le fait un peu. Bah, Epic, je vois pas ce que c'est là. Faut qu'on regarde. Parce que parce que c'est vrai que la dernière fois, vous nous avez envoyé plein de films à regarder, mais on ne les a pas forcément regardés. Parce qu'après, il y a des trucs qui. En fait, il y a trop de Après, des fois, c'est le temps aussi qui nous manque. Donc, parfois, c'est le temps, parce que voilà, nous, on regarde pas les films en 1.5. C'est qu'il y a des gens qui font ça sur Netflix. De quoi? Ils regardent les films en 1.5. Non. Je pourrais jamais. Ah, Cassandra, on a vu, on en a parlé la semaine dernière. Non, on n'en a pas parlé du coup. Ah bon? Non. Parce qu'on avait tellement de choses à dire. Et on avait dit que c'était pas. Si, c'est bien. C'est juste que, en fait, on avait parlé de Mercato, Mickey 17 et de je sais plus quoi, de Kendrick. Donc, du coup, Cassandra, derrière ça, c'était bon. Cassandra, vas-y, alors là, pour conclure, Cassandra. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé, personnellement. Même si c'est un film. Alors, je sais déjà ce que tu vas dire, en fait. C'est que, du coup, on a déjà vu des films avec des IA. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, des IA qui deviennent méchantes et incontrôlables. On a l'exemple avec... pire, une famille qui a une IA qui s'occupe de tout dans la maison. C'était exactement le même pitch. C'était un film avec... je sais plus qui c'était. C'était un truc qu'on avait vu sur Netflix. Une IA. En fait, en gros, c'est un gars... il travaille pour une boîte et cette boîte a développé une IA qui gère la maison et ils disent vous voulez pas ramener ce truc pour tester, il ramène ce truc là chez lui pour tester et cette IA elle prend en grippe la maman parce qu'elle se prend pour la maman et tout. C'est exactement Cassandra, c'est pour ça que ça m'a rendu ouf. C'est le même pitch. Oui, mais c'était différent. Enfin, la réal était différente, l'histoire était différente. Ouais, mais tu vois, je veux dire, le film, il est pas sorti il y a 10 ans. Il est sorti genre l'année dernière. Mais d'accord, mais je veux dire, en fait, ça reste un film qui se regarde et c'était pas désagréable à regarder. Après, si t'as pas envie de le regarder, tu le regardes pas. Mais je veux dire, c'est pas non plus. Enfin, on vous dit pas, faut le voir absolument. Mais par contre, si t'as envie de voir un film de ce style-là, parce que t'aimes bien. C'est une série en plus d'ailleurs. Ouais, c'est une mini-série, je crois. Ouais, si t'as envie de voir une série qui traite de ce sujet-là, bah c'est agréable. Maintenant, on te prévient juste que c'est du plat réchauffé, mais voilà, c'est différent, donc il y a son histoire. C'est du plat réchauffé, c'est comme toi par exemple quand tu parles, comme toi les films que tu préfères c'est les films de vengeance, mais cette recette là c'est toujours la même, tu vois, mais t'aimes bien revoir de nouveaux films qui font la même recette. Non, parce que la façon dont les gens se vengent elle est toujours différente. Oui, mais quoi qu'il la façon dont elle attaque la famille elle est différente. Mais faut te dire que du coup il y a des gens peut-être qui vont aimer revoir ce type de scénario. Ouais, après voilà, on peut rester sur le fait que toi t'as aimé et que moi j'ai moins apprécié. Oui, voilà. Après, je dis pas que c'est un film, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça se regarde, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais le regardez pas. Non, vous allez passer un bon moment. C'est pas dans Black Mirror, bah oui, ça se trouve il y a des épisodes de Black Mirror qui sont tout aussi bien. Oui, possible aussi. Et oui, donc par contre il y a un film sur une IA. Oui. Que j'ai envie de voir. H.E.R. Her, ouais. Avec Joaquin Phoenix. Je crois, ouais, faut qu'on le voit. Apparemment, celle-là, on regarde ce soir. Tu l'as vu, toi? Non.
On regarde ce soir. Si tu fais des crêpes. Il est quelle heure? Non, mais là, vous savez que comme c'est le ramadan, je fais des bons repas et tout. Ouais, c'est vrai. Et du coup, là, je vais aller faire des crêpes. En fait, ouais, non, mais on le fait à deux. Non, mais en plus, je t'ai promis, ça, c'est vrai. Parce que c'est mardi gras. C'est mardi gras. Tu trouves? Oui. Alors, vas-y, on fait comme ça. Incroyable heure, il nous dit mot. Vas-y, c'est. Ouais. Et là, j'ai fait la liste aussi hier de tous les films avec les plus gros plot twists de dingue. Donc, on les a presque tous vus, mais il y a des films que moi, j'avais pas vus. Avec des plot twists de ouf. Genre Prisoner, je crois. Je crois que c'est avec Jake Gyllenhaal. J'ai peut-être vu. Et Prestige ou un truc comme ça avec c'est un truc de magicien là. Ah, j'ai vu ça. Le Prestige. Avec Jake avec Hugh Jackman. Ouais, Prestige avec Hugh Jackman et ouais, je l'ai vu, mais il est excellent. Christian Bale le plot twist apparemment. On peut le revoir, hein. Enfin, je peux le revoir. On va faire la liste des meilleurs plot twists. Allez, on va checker. Parce que moi, en ce moment, j'ai besoin de ça pour me nourrir parce que j'avais envie de faire ça dans Monerville, de mettre un plot twist de ouf. Ah ouais, bah carrément. Vas-y, moi j'adore. De toute façon, c'est des bons films, ceux-là. Allez, ça marche. Ok. Bon, bah merci à vous pour cet épisode. Quoi d'autre? Comme d'habitude, je compte sur vous pour partager à vos potes. Au moins 1 ou 2 personnes, ça fait plaisir. Minimum, s'il vous plaît. On like. On clique sur la cloche, c'est super important, vous savez très bien. Et n'hésitez pas à commenter, au moins pour l'algorithme, ça fait plaisir, ça fait remonter un petit peu tout ça. Et allez voir le dernier épisode de Quoi d'autre qui était génial. Et le dernier épisode de Quoi d'autre qui était génial, l'analyse de Kendrick Lamar by Gaël Kenny Canyon sur le Super Bowl Halftime. En tout cas, merci 1000 fois, c'était un plaisir de servir à vos côtés. Merci à toi, Gaël. Merci à toi, Kevin. Mais je vous en supplie, merci à vous, Monsieur Mani. Monsieur Mani, qui est pas loin. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bello che bellissima. Ciao, ciao.